Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Ce soir, nous recevons Évrard de Besançon pour continuer notre petite émission ensemble. Alors, bonjour Évrard. Oui, bonjour Anne, et On va puis changer bonjour, un peu. Hop là, que je te bonjour mette à en tous. grand. Alors, je suis Alors, ravie de te recevoir sur l'émission. On va continuer notre petite conversation. Et aujourd'hui, tu nous as préparé un thème en particulier. Alors, je te laisse t'exprimer tout de suite. eh oui, ben, ce soir, on va parler de la conscience et puis des mondes imaginaires et des réalités de la conscience. Ok. Et puis, je vais peut-être déjà partager aussi des images. Hein, je sais Alors, plus comment je lance. Ah oui, voilà. la conscience. Alors, plus particulièrement, ben, ce soir, on va surtout aborder ce qu'on peut appeler la conscience mentale. Après, on pourra faire une deuxième partie aussi sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué et puis justement ce vers quoi on ira, bon, peut-être pas la prochaine émission, mais c'est ce qu'on appellerait la conscience primordiale. Donc là aujourd'hui, on va parler surtout de l'esprit, la conscience, le rapport avec les sens et la perception. On va parler aussi de la nature de la conscience finalement et puis de se poser des questions un petit peu étranges sur le lieu et le temps de la conscience. Après, ça nous permettra aussi de reparler du corps ou des corps physiques, mental et spirituel. Et puis en lien avec la perception et puis du corps et des réalités, on parlera de l'objet, du sujet, de leur distinction et puis finalement de la nature des choses et des réalités. Et puis à la fin, si on a le temps aussi, ça nous permettra d'aborder, on va dire, la continuité de la conscience et du processus et du temps et finalement d'aborder aussi, de commencer à aborder les cycles des existences et puis ce que c'est que la nature de la mort. Alors, moi, je voulais te dire que j'étais ravie de pouvoir faire cette émission avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'avoir des explications justement sur ces termes qu'on utilise parfois un peu bon gré mal gré. Donc là, tu remets un petit peu un sens à certains termes. C'est super chouette. On te remercie pour le travail que tu as accompli. Parce que là, je me laisse guider. Ouais, ça me permet aussi, finalement, tout le parcours que j'ai fait, c'était vraiment, on va dire, tout seul de mon côté. Et puis, comme on peut le rappeler, c'est qu'au départ, j'avais fait de la physique, donc et puis de la recherche dans la physique des particules, des collisions d'ions lourds. Et puis après, j'ai été ingénieur, j'ai fait de l'informatique. Et puis, depuis que je suis enfant, je me suis toujours posé des questions sur les fondements du réel, quoi, les vraies questions métaphysiques. Et puis, je voyais que j'ai commencé à lire très tôt de la vulgarisation scientifique, de la philosophie, dans tous les domaines des sciences. Et puis, je voyais que finalement, les questions fondamentales étaient jamais abordées ou éludées ou mal abordées, on va dire. Et puis, oui, donc là, déjà aussi, ces émissions, ça me permet aussi de finalement pas que de me, même si c'est un petit peu un monologue, mais on va dire que là, avec toi, c'est une discussion parce qu'on est aussi des, on va dire, on a les mêmes réflexions sur l'existence depuis longtemps, et puis voilà, on sait que c'est pas des choses qu'on doit mettre de côté, c'est ça l'essentiel. Donc voilà, c'est Et de s'ouvrir maintenant. partager, voilà, de partager aussi au niveau audio, parce que tu as écrit un magnifique bouquin là-dessus. Hein. Mais je veux dire, ici, là, on parle, on peut avoir une interaction et les gens qui ne comprennent pas peuvent revenir et revoir les émissions au fur et à mesure. Donc, il y a une logique à ce que tu fais, évidemment. Oui, et puis d'ailleurs, je pense, je sais plus si on en a parlé dans les autres émissions, mais j'ai en projet de faire, on va dire un petit livret qui irait avec qui compléterait ces émissions, puis qui permettrait aussi de les suivre, parce que c'est pas des choses qui peuvent, on va dire, c'est pas que c'est compliqué, c'est que finalement c'est à l'inverse de tout ce qu'on imagine ou tout ce à quoi on a été habitué. Donc Déconstruire. voilà, il y a un retournement à faire et ce retournement, il se fait de différentes façons. Soit il faut prendre beaucoup d'éléments pour se reconstruire une nouvelle représentation cohérente du réel, parce qu'on peut pas rajouter des petits bouts qui sont incohérents les uns avec les autres, quoi. Donc finalement, c'est presque du tout ou rien d'une façon de penser à une autre.
Et là, on va reprendre des choses qui peuvent être des interrogations qui sont très simples, des réflexions sur des choses qui semblent évidentes, et puis pourtant qui sont éludées par la philosophie et puis que la science a oublié, quoi. Mhm. Et puis c'est toujours aussi, bon là je parle à la fin de la présentation, on reparlera aussi de la contemplation de l'illimitude, c'est-à-dire voir finalement l'esprit qui s'observe soi-même, parce que l'éveil correspond à l'esprit qui redevient capable de se connaître, de connaître sa nature, et puis de transcender la connaissance simple des objets du mental. Alors oui, je rappelle que l'objectif ici de ces émissions, c'est... pardon, faut pas que je mette trop tôt. Voilà. Donc l'objectif de ces émissions, c'est de s'ouvrir à la réalisation de l'éveil. Donc c'est une connaissance transcendante, donc c'est voir la nature des phénomènes au-delà des apparences, et pour ça il faut quelques exercices, on va dire, de pensée, avoir des ouvertures vers une autre façon de regarder les choses pour en entrevoir la réalité autrement. Donc pour en discuter, déjà j'ai beaucoup parlé dans mes précédents livres et dans beaucoup d'émissions du passage on va dire du dualisme à une vision de la dualité, on va dire. Donc, le dualisme, où c'est deux natures des choses qui sont séparées, donc, qui revient souvent au réalisme, puisque c'est un réel extérieur inconnaissable, et puis un réel, on va dire, de l'esprit ou psychique. Et puis donc la dualité montre que c'est deux pôles d'une même réalité. Mhm. Et puis l'objectif, c'est de Et qui n'est pas dépasser cette... séparé, ce n'est pas séparé. Voilà, ce n'est pas séparé. Donc là, dans l'image, on voit quand même que finalement, il y a une séparation, que il y a un contenant et un contenu, par exemple, une vision toujours de deux choses, même sans être séparées, qui sont conceptualisées comme séparées. C'est-à-dire pour nous, pour le mental, dire le contenu et le contenant, finalement, il peut le voir comme deux choses opposées. Donc là, l'eau dans le verre et puis le verre sont deux choses différentes. Alors que finalement, c'est pas comme ça qu'on devrait les regarder. Donc là, c'est déjà en faire deux choses et puis les regarder comme deux choses. Mhm. Alors l'objectif, c'est pas de démontrer la réalité. J'ai déjà beaucoup, dans mes précédents livres aussi, réfuté le matérialisme, le réalisme, le dualisme. Et puis l'objectif maintenant, c'est vraiment de s'ouvrir à d'autres choses. Donc de toute façon, on peut se poser la question et on se la posera, c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer et prouver la réalité à l'esprit, quoi. Donc si on se pose pas ce genre de questions et puis qu'on les élude, finalement, on se donne d'avance des mauvaises réponses. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est se donner les moyens d'accéder à une nouvelle façon de percevoir les choses ou de les envisager et puis après de réellement les voir. C'est ce qu'on va appeler des moyens habiles ou des expédients pour le mental. Donc ça peut être aussi on va voir que finalement la pratique principale, là c'est des émissions qui permettent d'ouvrir, d'envisager les choses, mais après l'objectif c'est de l'éveil, c'est réellement de la réflexion métaphysique. Mhm. Mais à tout bout de champ, hein, on est bien d'accord. À chaque information qu'on reçoit, c'est de pouvoir utiliser le même mode de fonctionnement que ce que tu as Voilà, dit. mais disons qu'au début ça va être difficile puisque de toute façon dans le quotidien on va être amené à être moins attentif, on va pas être sans arrêt l'observateur de ce qui se passe et puis on en devient de nouveau un petit peu le personnage qui réagit et puis qui subit ce qu'il fait, quoi. Donc c'est toujours aussi une des étapes. Bon, toutes les étapes finalement elles avancent ensemble, hein. C'est-à-dire que essayer de porter son attention sur ce qu'on fait, ça va être aussi à force de le faire, ça va s'acquérir et puis donc après je pense qu'aussi on le fait beaucoup de façons, rien qu'en lisant ou en écoutant des émissions comme ça, finalement on est concentré sur ces sujets et puis ça fait partie justement de la réflexion métaphysique, on est en train de le faire. Alors moi, je prends toujours l'exemple, hein, chaque chemin est important. Donc la première fois qu'on entame un nouveau chemin, on doit dégager à coups de machette, hein, dans une forêt vierge, puisqu'on ne connaît rien, et qu'il faut tout recréer, puisqu'on commence sur des nouvelles bases, puisque tout doit se déconstruire. Et puis alors, au fur et à mesure, on va commencer à faire un petit sentier, un petit chemin, une route, et puis une autoroute. Et c'est même le même principe que dans les neurosciences, où on acquiert des nouvelles connexions neuronales.
Bah, d'ailleurs, justement, tiens, ah, voilà mon superbe dessin. C'est très beau et tu as mis beaucoup Alors, de cœur à l'ouvrage. ah bah celui-là, je l'ai fait vraiment. J'ai été inspiré d'un coup. Je me suis dit, bah, je parlais du récipient et puis il fallait que je fasse celui du réalisme et du matérialisme Mmh. tel que je le vois. Donc au début, j'ai pensé à une passoire, après à quelque chose qui se craque, puis finalement, ça s'est fait tout seul. Ça a pris la forme d'une sorte de visage. Donc oui, c'est un peu je trouve le problème, on va dire actuel c'est-à-dire l'accumulation de savoir et d'informations sur des concepts, des phénomènes, des idées, une façon de voir les choses. Puis finalement, si on essaie de rajouter un petit peu de la vision, simplement de la dualité, donc du non-dualisme, bah, c'est pas possible. C'est comme si on rajoute des gouttes d'eau là-dedans pour essayer de le purifier. Donc ça va se diluer, ça essaie de se mélanger avec quelque chose qui est différent. Alors, d'ailleurs, souvent, hein, les questionnements et les problématiques, donc tout ce qui provoque des blocages, hein, ça vient de concepts erronés ou indéfinis qui sont du dualisme. Après, ce sera ceux, on verra, de même la vision de la dualité, quoi. Au début, il faut passer à une existence des choses, à une vision en tant qu'objet extérieur, et ensuite passer à l'idée que finalement, ça se ramène à des concepts, des perceptions. Puis après, il faut même dépasser tout ça, quoi. Donc, Mmh. il va falloir intégrer finalement tous les contraires à la fin. Arriver à penser sans exclusion, c'est-à-dire sans devoir accepter ou rejeter quoi que ce soit. Euh, alors, l'objectif, oui, comme je disais, hein, c'est de parvenir à la pensée de la non-dualité, qui va être ce qu'on peut appeler l'esprit, ou l'esprit seulement, ou l'illimitude, comme le nouveau mot que j'ai inventé, ou le nom qui était donné pour la nature, la bouddhéité, c'est Tathagata Tagarba. Je vais pas le répéter. Compliqué. Je te laisse faire. En fait, ça veut dire plutôt la nature de l'ainsi venu, l'ainsi allé. Et ça, on parlera d'ailleurs de cette histoire parce que c'est important de comprendre justement quand on parle d'éveil, il faut bien voir que ça signifie aussi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour le corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on disparaît? Est-ce que C'est un cycle en fait, c'est ça? C'est l'idée de cycle. bah, ah, tu verras. De Excuse-moi. toute façon, on va en parler un petit peu aujourd'hui, donc du Oui, 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 oui. corps physique, corps mental. Alors de toute façon, la non-dualité, elle est inexprimable avec des termes dualistes, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra rejeter ou qu'on n'utilisera pas de façon naturelle. De temps en temps, je rappellerai quelques mots à éviter, mais je peux pas en faire la liste puisque de toute façon, c'est presque tout ce qu'on utilise. D'ailleurs, même les termes comme esprit ou d'autres choses comme vacuité, on va essayer à des moments de même les détailler ou de s'en détourner un peu pour justement jamais accepter, jamais rejeter totalement, puis que ça évoque d'autres images aussi. Alors oui, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que ben, les mots esprit et conscience, c'est pas des mots qu'on voit beaucoup dans les discours. Bon, bah, par exemple, en politique, on les voit jamais. En science, ils sont pratiquement absents ou ils sont expliqués comme. Enfin, le mot esprit apparaît plus du tout en science. Celui de conscience, bah, finalement, il a été assimilé à activité neuronale ou quelque chose comme ça qu'on rend objectif, alors que ça reste une expérience subjective de toute façon, quoi. Mhm. Alors, on se demande si c'est pas des mots honteux ou qui font peur maintenant, et on essaie de le remplacer par des termes qui deviennent limitants, hein. Comme je le dis souvent, c'est pas, ça veut pas dire qu'ils sont faux dans leur ensemble, c'est qu'il faut en prendre à chaque fois une partie et pas rejeter tout le reste, quoi. Donc si on parle de lumière, d'ailleurs ce terme reviendra dans le sens où il manque quelque chose au terme illimitude, c'est aussi la luminosité. Puisque c'est pas simplement quelque chose aux caractéristiques non définies ou avec des caractérisations infinies, c'est aussi quelque chose qui est actif, qui se connaît, qui exerce quelque chose. Donc il se passe bien quelque chose quoi dans la vacuité. Donc on peut pas s'en limiter à des sortes de propriétés.
Alors donc éviter, justement, il faut éviter, enfin oublier tous les termes comme énergie, information, vibration. Ah, ça va être Qui dur, ça. Même moi, je l'utilise très très souvent, évidemment. Après, il faudra il faut s'en débarrasser à un moment pour aborder ce que je dis. Et puis après, justement, c'est comme tu disais au début, à un moment donné, il va falloir que même l'être éveillé qui est allé au-delà de tout ça, il puisse en parler avec les autres. Et il peut pas, si tu t'éveilles, un chat, ça restera un chat. Mhm. Tu vas pouvoir en parler avec les gens, même si tu comprends que tout ça a une autre réalité derrière, une essence qui est différente des phénomènes qu'on voit. Mhm. C'est une traduction humaine. Disons que, oui, on peut dire une traduction conventionnelle qui permet au mental de l'utiliser, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de, tu vois, que le langage l'exprime pour un animal, pour un chat. Il conceptualise aussi la nourriture, tout ce qu'il fait. Il y a... Donc c'est pour se donner des idées. Le mental, on le permet de séparer les objets justement de la conscience pour en faire quelque chose, les manipuler. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est un processus du mental, c'est pas ça qui reflète la réalité, donc c'est juste apprendre à l'utiliser et le voir au-delà de ce que c'est simplement. Donc au début, on va se limiter à dire que la conscience, de toute façon, c'est l'évidence du réel qui s'offre à nous, là. On est en train de parler de conscience, c'est formé de ce qu'on perçoit, on verra avec les sens tout à l'heure, et puis voilà, c'est des choses dont nous parlons, et puis sur lesquelles on est d'accord, là, tout ce qu'on conceptualise. Et l'esprit, ce serait ce qui donne aussi toute signification. Et puis, on peut dire aussi que la conscience, ce serait une vue de l'esprit, ou on peut dire que la conscience est une sorte d'instant de l'esprit. Ça pourrait être une définition. Après, il faut bien voir que chaque définition, il ne faudra pas s'accrocher à elle, parce que la conscience pourra désigner quelque chose d'autre vu d'un autre point de vue. Et puis, même l'esprit ou l'instant désigneront d'autres choses. Donc la conscience, ce serait ce qui est immuable. Non, la conscience, ce serait le contenu d'un instant de l'esprit, plutôt. Là, on va s'en limiter à ça. Ok. L'esprit serait justement la chose qui est à la fois immuable et d'un autre côté qui est le moteur. Donc, c'est de nouveau, c'est la chose illimitée et lumineuse qui est Donc ce qu'on derrière. appelle le divin, là, ce qu'on pourrait appeler le divin ou l'énergie suprême. C'est finalement ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que divin, ça le rend un petit peu extérieur. Tu vois, l'énergie, ça en rend un Oui, oui. concept. C'est la nature, la bouddhéité, ce que j'ai dit, l'illimitude, la nature de l'être ou la nature christique. Bon, par exemple, nature christique, ça n'a pas été employé, il me semble, dans la Bible. Non. Alors que finalement, c'est dans le message qui est exprimé. Donc, Bouddha et Jésus ont le même message, c'est-à-dire qu'ils Oui, mais disent. on dit Jésus-Christ. Jésus-Christ étant le Christ étant adjectif qualificatif. Et nous, on Oui, l'appelle voilà, c'est un pronom, mais en mais fait, ça fait un. c'est Voilà. un adjectif qualificatif. Et justement, on se posera les questions de qu'est-ce que ça veut dire la nature de quelque chose. Est-ce que une chose peut passer d'une nature à une autre? Parce que si finalement tout est de nature christique ou de l'esprit pur ou de la bouddhéité, qu'est-ce que le reste? Est-ce que c'est impur ou est-ce que finalement même ça, c'est pas une erreur de le visualiser comme impur? On verra que ça c'est important justement parce Oui. que Surtout à l'heure actuelle, je trouve. ben oui. Et d'ailleurs, on est pleinement dans l'actualité, mais avec l'histoire. C'est-à-dire, si on regarde Bouddha avait fait 3 cycles dans son enseignement. Le premier, il s'adressait à ce qu'ils appellent les auditeurs, donc le petit véhicule des auditeurs, qui était de comment se libérer des souffrances de l'existence. Donc, finalement, c'est plutôt une sorte de fuite de la réalité, mais par celle on va dire une fuite de la réalité matérielle. Ouais. Le deuxième cycle s'adressait plutôt, on va dire, à ceux qui étaient les éveillés pour soi. C'était plutôt des ermites ou des métaphysiciens qui allaient fuir le réel par la réalisation que finalement tout était vide, tout n'était rien, et tout était illusoire. Et puis, il y a le tout dernier cycle qui est le plus important et qui doit se propager maintenant, c'est-à-dire le cycle des êtres d'éveil qui ont compris que finalement, tout est lié, tout est interrelié, et qu'en réalité, ça, c'est deux vues relatives. Il y a le réel
le réel manifesté, qui est quand même pur et dans lequel et qui est de la même nature que l'autre et qui est nécessaire, on va dire, à l'absolu. Donc, en fait, ce qui est matérialisé ou ce qui est de l'esprit, la vue de l'esprit, les deux sont importants puisque nous sommes ici, pour le moment, on est dans un système limité au niveau de l'espace-temps. Donc, on est bien obligé de tenir compte qu'on a un corps de chair et qu'il faut nourrir, qu'il faut alimenter. On n'est pas que esprit. Ça, il faut Voilà. le savoir. Il faut qu'on en tienne compte quand même. Donc ça vient des conditions. Donc on va dire en plus on est dans les conditions ben, voilà, où la population ne peut pas aller méditer pendant des années au Non. Tibet ou dans un coin tranquille. C'est empêché par la vie qui est la vie actuelle. Donc il faut trouver d'autres moyens. Et ça, ça fait partie aussi finalement des causes et des effets. On va dire, faut jamais oublier que la réalité qu'on vit, c'est la situation qui résulte de conditions, de nos intentions et de conditions, quoi. Et est-ce que finalement, le fait de les aborder, je veux dire, pleinement, de les traverser pleinement, justement, au lieu de s'en détacher ou à la limite de les rejeter, n'est n'est pas bien, finalement? Ça veut dire de prendre la vie comme elle vient, d'accueillir aussi les échanges qu'on a avec les gens, les interactions qu'on peut avoir avec d'autres qui sont dans la matérialité, et ne pas se renfermer et ne vivre qu'une spiritualité qui ne se confronte à rien du tout au final. Donc, voir si on grandit peut-être mieux ou moins bien, est-ce que ça vaut la peine de se mettre à l'écart et de vivre comme un ermite, ou est-ce que c'est peut-être chouette d'aller confronter ses idées à quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous pour grandir et pour s'éveiller? Ben, en Peut-être que les deux réalité, sont de essentiels. toute façon, si on regarde ce qui est la réalité, c'est à la fois de ce que je vais expliquer et même justement de l'enseignement des êtres d'éveil dont avait parlé Bouddha, c'est que c'était des faux éveils, les deux autres, puisque c'était considéré que finalement chaque être est séparé du reste, et puis ça voulait dire bah, je m'éveille tout seul dans mon coin, C'est et ça. puis je laisse tous les autres derrière. Et finalement, c'était une erreur, c'était nécessaire pour faire avancer certaines choses, certains êtres. C'est ça. Dans un cycle. Et là maintenant, bah, c'est arriver à intégrer tout ça, le fait que finalement, même si tout est illusoire, eh ben, les êtres sont piégés dans l'illusoire et la souffrance est réelle. Et Mhm. puis la libération ne peut pas être réelle si elle n'est pas faite par à la fois l'être et le non-être, c'est-à-dire qu'on intègre le multiple dans l'unique et chacun, la multiplicité fait partie de l'unicité. C'est ça. Donc dans C'est un voir toutes sens, les facettes. C'est d'accepter toutes les facettes. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, ça a été un peu une journée confrontante pour moi, justement, parce que je remarque que beaucoup de gens refusent que les gens soient différents. Et justement, c'est en confrontant la différence qu'on obtient une vision d'ensemble. C'est ce que je dis, on n'a pas de vérité absolue puisqu'on le fait avec notre filtre de perception, et que finalement, c'est en associant tous les filtres de perception de tout le monde qu'on obtient une image beaucoup plus vivante d'une réalité et pas de sa vérité. et puis justement, tiens, on parlera, je pense que la prochaine émission, je vais la faire sur la partie et le tout, c'est-à-dire le lien entre chaque chose, chaque partie. Ça nous fera nous rendre compte aussi pour aborder, si on aborde la conscience primordiale, par exemple, est-ce que c'est une conscience multiple ou une conscience individuelle? C'est vrai que tous ces concepts pensent font référence à des termes de la dualité ou du dualisme, alors que c'est pas l'idée, c'est de vraiment tout intégrer, de comprendre le réel relatif et puis le réel absolu. Mhm. Euh, Est-ce que ça n'ouvre pas aussi ton... Alors, je suis désolée, je pose quelques questions parce que je trouve que c'est important quand même que les auditeurs entendent bien pourquoi on parle de ça, parce que c'est pas dénué de sens pourquoi on vient là-dedans. Ça veut dire qu'il y a une part de vérité dans tout. Elle fait partie enfin, il y a une part de vérité qui raconte toute une vérité absolue en allant piocher à gauche et à droite. bah, le truc, c'est que finalement, la réalité, la vérité est partout parce que Et dans voilà, un sens, elle est nulle part. Mais le problème, c'est la façon de regarder qui pose problème. C'est ça. C'est pas une question de questionner. l'interprétation. Voilà. Oui, Alors déjà, justement, il faut définitivement balayer l'illusion réaliste quand on parle d'éveil, qui fait l'hypothèse que la conscience, elle est dans un univers extérieur d'objets, quoi. Donc c'est l'univers extérieur fait d'objets qui est
la chose réelle, et la conscience serait une sorte d'épiphénomène accidentel ou selon la science matérialiste, et puis qui serait divine ou née d'une autre intention quelque part extérieure, avec les visions plutôt dualistes dans la religion. Donc quand on parle de métaphysique, là de toute façon on reste dans l'idéalisme, c'est-à-dire que on se rend compte des évidences, hein, la réalité qui est imaginée par les réalistes, elle n'existe que dans leur conscience, et puis eux-mêmes, bah, ils existent que dans notre conscience, et puis comme toutes les choses dont nous parlons. Et je trouve qu'aborder ce thème à l'heure actuelle, quand on est confronté à une guerre d'information où tout le monde s'entrechoque en disant que sa vérité est la vérité absolue, parce que c'est nous, c'est notre sensation vraiment profonde, est une erreur en fait en soi. C'est pour ça que j'aime bien qu'on en parle, c'est que en fait on porte chacun une part de la vérité absolue. Mais simplement que nous avons chaque fois une vision différente, une perception différente personnelle qui nous donne une traduction que l'on donne et qui semble parfois complètement différente de quelqu'un d'autre, mais en fait, ça fait partie d'un tout. Bah déjà, il faut comprendre aussi ce que sont les mécanismes du mental et puis de quoi vient notre pensée et notre façon de concevoir les choses. Parce que de toute façon, si on commence à discuter, parce que l'objectif aussi, ça va être de parler on parle vraiment de l'existence et donc aussi qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est irréel. Et puis, c'était des choses qui, moi, m'intéressaient depuis que j'étais gamin. Et puis, je me rendais compte qu'il n'y avait jamais de réponse correcte, quoi. Parce que j'arrivais toujours à trouver quelque chose qui collait pas dans ce qui était dit. Et je me suis rendu compte beaucoup plus tard que c'est ce qui avait été fait par toute la logique déductive, par la réfutation avec la voie médiane. Donc ça veut dire que si on veut penser en termes non duels, il va falloir apprendre à ne pas devoir accepter ou rejeter un concept, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est de le comprendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un concept ou un phénomène. Donc, alors là, comme on parle de conscience, et comme je disais, c'est l'évidence qui se présente à nous, elle provient de nos sens physiques déjà. Donc on a la vision, l'ouïe, l'odorat, le goût, et puis je l'ai appelé la corporéité, puisque c'est pas le toucher, comme je l'avais déjà dit, parce que le toucher présuppose déjà que le corps est un objet extérieur, et puis donc il en fait la limite. Et en général, quand on parle de toucher, par exemple, on n'imagine pas que avaler, ça fait partie du toucher, alors qu'on sent notre gorge, et puis finalement. Donc c'est toutes les sensations qui viennent du corps, qui sont dont on parlera tout à l'heure. Ça peut être le contact, la proprioception, c'est le fait de savoir, de ressentir où est son corps, tout simplement. Donc quand on est assis, si on est... Oui, tout ce qui est spatio-temporel. Bah, par exemple, quand tu es assise, tu sais que tu n'es pas allongé. Là, donc tu peux fermer les yeux, tu le ressens. Tu n'as pas besoin de le noter quelque part pour t'en rappeler, pour te dire là, j'étais assise. Donc la douleur aussi, la chaleur. Puis bon, bah, l'extrême qui peut être plaisant de la douleur, on va dire, ça va être les caresses. Et puis, vu que tout est de nature mentale, on l'a vu, on pourrait parler du sens mental au sens général. Alors, comme je disais, la vision, par exemple, on en sépare l'œil qui est l'agent de la vision et puis l'objet de la vision qui serait l'image. Donc de même, si on parlait de la conscience mentale, on pourrait séparer l'esprit mental qui serait comme le sujet et puis qui observe les objets mentaux. Donc de façon générale, tous les organes des sens, on verra que c'est des objets du mental. Donc c'est déjà le cas forcément, puis quand on a réfléchi. C'est une excroissance de notre mental, c'est ça? C'est une idée de notre mental et justement on le reconstruit par la perception. Donc c'est aussi l'objectif de cette émission, c'est d'arriver à se poser quelques questions un peu plus loin pour essayer de voir que ce qu'on considère comme des choses réelles, ben on sait même plus où les placer finalement. Quand on se pose vraiment la question de où est quelque chose, qu'est-ce qui éprouve quelque chose, qu'est-ce qui est éprouvé, et ben, quand on creuse vraiment et qu'on va aller chercher, finalement tout se retrouve à être introuvable. Donc c'est ça la voie médiane, c'est la voie qui évite les extrêmes, puisque aucun extrême n'est jamais trouvé. Donc comme je disais, l'esprit, enfin la conscience, c'est un instant de
de l'esprit avec un contenu, et puis on peut dire que la réalité manifestée, donc pour un individu, c'est tout le contenu de la conscience. Alors déjà, dans le contenu de la conscience, on sait que, par exemple, quand on regarde une étoile, sa lumière a mis longtemps à nous venir, Donc elle n'est déjà plus là quand on la voit. donc voilà, on la voit pas où elle est actuellement, et puis on la voit là où elle n'est pas. C'est comme le son. Le son, donc, quand il y a un tonnerre, ben, il lui faut un certain temps, puisque quand il y a l'éclair, ben, le temps que le son vienne, il faut un certain laps de temps qui est différent, parce que la vitesse du son est beaucoup plus lente que la vitesse de la lumière. Finalement, ouais, tout vient du passé, et puis c'est comme il y a certaines sensations, par exemple, bah là, le fait d'être assis, continue de sentir mon corps en continu, donc j'ai l'impression que c'est le présent. Mais en fait, à chaque fois, c'est des sensations qui viennent d'un passé qui vient de se produire, quoi, finalement. Alors, à On dit l'instant, ben, le présent n'existe pratiquement, enfin, à la fois n'existe pas et c'est la seule chose qui existe. Mais le problème, c'est que dès qu'il est dans le présent, il est déjà dans le passé. mais c'est justement, tu vois, déjà, si tu cherches le présent par rapport au passé, au futur, et ben de nouveau, tu vas être dans des deux extrêmes, et tu vas te rendre compte que jamais tu le trouves, Voilà, puisque tu vas toujours être obligé de prendre quelque chose de décalé et puis de dire, ben non, là, c'est. c'est ça. Donc, C'est déjà au une final, perspective l'instant actuel n'existe pas, et en même temps, tu peux dire que il déjà existe que passée. ça. Donc, arriver finalement à commencer à concilier les extrêmes comme ça. Donc on pourrait aller loin, hein. L'endroit actuel ou l'endroit passé, finalement, s'ils existent que par rapport à moi, bah, l'endroit actuel où je vois l'étoile, il n'existe pas actuellement. Le temps où ça a été émis n'existe plus. Donc c'est pareil, on fait comme si quelque chose de passé existait encore en disant l'étoile, on la voit dans le passé. Mhm. Alors que finalement, bah, même avec un télescope, hein, on voit le télescope, il voit que l'image qui arrive au bout de son télescope, quoi. Donc il voit pas Exactement. une image qui est à 5 milliards d'années-lumière, il voit une image qui est sur lui. Bah, tu as déjà fait l'expérience aussi de te retrouver que tu es en visio et que tu as mis le micro et que l'autre a mis le micro et qu'il y a, il y a un écho. L'écho, en fait, c'est juste le décalage de la vitesse du son. Ouais, on se retrouve qu'on est dans l'écho, donc on ne sait plus à qui on parle. À un moment donné, on est complètement déstabilisé parce qu'on ne sait plus si on parle directement en présent. On entend le son qui suit. Donc il y a vraiment une distorsion au niveau temporel. Donc on vit ça constamment, en fait. Ouais, puis en fait, c'est pour qu'il y ait une continuité, on va dire, c'est les processus du mental qui permettent vraiment De faire le de, suivi. de Oui. réagencer ça. Donc finalement, quand on parle d'une étoile, on dit une étoile existe. Pour un réaliste, bah, c'est laquelle? Parce que ni l'étoile présente n'existe parce elle est inobservable, on peut en faire qu'une supposition. L'étoile passée, bah, logiquement, elle n'existe plus, et puis l'étoile future n'existe pas encore. Donc de nouveau, on a un objet qui est introuvable. Alors voilà, justement, on va parler d'image. Bon, il y a un œil au milieu, et puis on va dire qu'il regarde une scène, mais et puis si il y a une scène extérieure, on va dire que pour le réaliste, il reproduit ou il recrée une image intérieure en accord avec la scène extérieure. Alors déjà, on peut se demander laquelle est la scène intérieure et laquelle est la scène extérieure, parce que là, j'en ai dessiné une qui était plate, par exemple. On peut imaginer que c'est un écran, et puis c'est ce qui est reçu par l'œil, et puis l'autre, c'est ce qui est imaginé, une image en 3D. Bon, puis j'ai dessiné aussi une fille nue parce que c'est un personnage qui regarde, et puis il est en train aussi d'imaginer quelque chose d'autre en même temps. Donc on peut se demander, est-ce que il y a une réalité quelque part, il y a une image perçue et vue quelque part, et puis une image imaginée qui est encore quelque part d'autre, quoi. Mhm. Est-ce que ces trois choses sont différentes? Mais on verra que de toute façon, enfin, on peut voir si on les cherche qu'il n'y a pas il y a pas de distinction entre elles. Elles sont forcément au même endroit et nulle part. Donc là, par exemple, si on va sur l'image du bas vers la droite, plus ça s'éloigne du personnage qui serait à gauche, et plus ce serait lointain dans le temps. On pourrait même imaginer qu'il existe c'est la vision un peu réaliste de l'univers, c'est-à-dire qu'il existe quelque chose de lointain, en même temps, donc on a une image où plus on va loin, plus c'est le passé, qui représente dans un sens notre présent local, et puis on imagine qu'il y a l'univers qui baigne dans une sorte de présent commun, alors que tout ça, c'est pas, ça mène à des contradictions. D'ailleurs, c'est
C'est aussi pour ça, hein, que la physique quantique et la relativité générale ne sont pas compatibles. Parce qu'il y a une supposition d'absolu là-dedans, donc qu'il y a un temps absolu, qu'on peut définir un état de l'univers, alors que finalement toutes les choses sont relatives les unes aux autres, et on peut établir des relations qu'entre une perception de la conscience, enfin, à l'intérieur d'un contenu de la conscience. En fait, ça dépend sous quelle perception tu regardes. Parce que, bon, si moi je suis au bord de l'eau, alors c'est ma perception par rapport à l'eau, mais l'eau, elle est près de moi. Et là, c'est la perception de l'eau vis-à-vis de moi. Tu vois, donc, soit je suis à gauche, soit je suis à droite, soit je suis à droite, soit je suis à gauche, en fonction de la photo. Si c'est moi qui regarde sur la photo, tu comprends? Enfin, je veux dire, si on est tous les deux un à côté de l'autre sur une photo, toi, tu vas dire elle est à ma droite, l'autre va dire elle est à ma gauche. Enfin, tout dépendra si on regarde à l'endroit, à l'envers. Il y a plein de notions différentes, quoi. Bah là, c'est parce que on parle déjà de choses qui existeraient dans l'absolu, c'est-à-dire on parle d'une chose extérieure, mais la question, c'est plutôt la photo que tu vois et les personnages sur la photo, est-ce qu'ils sont à gauche ou à droite de ta conscience? Tu vois, c'est plutôt ce genre de questions qu'il va falloir se poser. Si tu vois une image, est-ce que ta conscience est dedans dans cette image, ou finalement est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? C'est la conscience qui donne qui donne la distance aux objets, donc tous les objets sont distants dans la conscience. C'est ça. Est-ce que c'est la traduction de l'œil ou est-ce que c'est la réalité qui est mise devant? C'est ça? Voilà. Donc de toute façon, c'est pareil, quand on parle bah tiens, tu parles de la traduction, ça pose un problème fondamental que les scientifiques réalistes enfin, évitent toujours, c'est comment on change de nature de quelque chose, enfin la nature de quelque chose en une autre, et principalement comment on pourrait changer quelque chose en conscience ou en perception. Donc ils n'ont même pas de début de proposition à évaluer, ils font comme si c'était le cas, et puis ils continuent leur science dans ce sens-là en disant, bah, puisque c'est le cas, vérifions que c'est le cas, et finalement ils tournent toujours en rond. D'ailleurs, les philosophes grecs avaient imaginé, pour résoudre le problème, que l'œil lui-même avait une sorte de source lumineuse qui pouvait reproduire les sources extérieures. Donc il fallait une sorte de petite lumière ou de petit soleil qui s'éclaire si l'œil percevait le soleil. Ben, ça voudrait dire que il te faudrait un petit appareil qui change des signaux en quelque chose de conscient et qui en plus reproduise toutes les sources extérieures, finalement qui résout jamais le problème, puisqu'il y a toujours une conversion de quelque chose en autre chose. C'est ça. Et puis... on sait que l'image qu'on reçoit dans l'œil, de toute manière, elle est à l'envers. Et elle se remet à l'endroit déjà au niveau du nerf optique. Ah ben là c'est pareil, c'est déjà en fait, en réalité, on a l'impression aussi qu'on reçoit deux images. On dit on reçoit une image de chaque œil, mais c'est faux, puisque chaque point de l'œil reçoit toute l'image. C'est ça. Donc en fait, logiquement, si l'œil était comme un genre d'écran et puis qu'on récupérait les pixels qui lui arrivaient, on verrait pratiquement que la source lumineuse la plus importante de toute la scène, puisque c'est celle qui éclairait elle éclaire toute la rétine. D'ailleurs, si tu regardes le ciel et puis qu'il y a le soleil quelque part, tu te doutes bien que tu prends n'importe quel point de ta rétine, il reçoit de la lumière du soleil, donc il devrait être éclairé par ça. Donc en réalité, c'est déjà un hologramme où en chaque point, tu as eu toute l'image complète, et avant même que l'œil puisse faire une image ou qu'on en fasse deux, qu'on compare, bah finalement, il y a déjà un processus hyper compliqué qui compare chaque image qui est obtenue pour dire, bah, celle-là, si on regarde un peu plus à gauche, il y a cette source qui est moins lumineuse, donc je la place plus à gauche. Ça fait déjà ce qu'une IA mettrait un peu de temps à faire pour chaque perception, quoi. C'est bien la preuve que le corps humain est vraiment ultra perfectionné et qu'on ne fait que reproduire ce qui existe déjà. Ben, en réalité, tu devrais même pas dire le corps humain, c'est le mental qui fait ça et qui après manifeste le corps qui réagit à ça. C'est-à-dire que s'il voit du rouge quelque part, c'est pas l'œil et le corps qui le voient. C'est sélectionné par un processus mental et ensuite c'est là où ça active éventuellement une zone qui correspond où un neurologue va dire bah là c'est quand il voit le rouge. Mais c'est pas le cerveau qui fait cette activation. Il peut pas le faire, il peut pas faire cette analyse.
D'ailleurs, c'est pareil, hein, si tu cherchais un petit peu pour chaque processus, tu te dis, tiens, par exemple, quand j'essaie de me rappeler d'une chose, par exemple du nom de quelqu'un ou de l'adresse de quelqu'un ou de n'importe quoi qui est pas immédiatement présent à toi, tu peux dire comment je fais. Est-ce qu'il y a une petite tête de lecture qui va naviguer dans mon cerveau, qui va chercher dans un index toutes les informations, les comparer à celles que je suis en train de chercher, activer des trucs sans les activer puisque c'est pas conscient. En fait, ça mène à des problèmes insolubles qui sont juste balancés par les matérialistes et qui disent bon bah il doit se passer quelque chose, ça doit être fait dans le cerveau. Puis finalement, même quand le cerveau est désactivé, bah, ça se produit et puis les souvenirs, par exemple, quand il y en a qui ont des méningites très graves qui mènent à des comas et puis où il reste que quelques pourcents du cerveau qui fonctionnent, pourquoi les souvenirs réapparaîtraient et puis pourquoi les structures se recréeraient? Alors, je vais rebondir là-dessus. J'ai vu passer sur Facebook un post très très intéressant qui remettait justement tout ça en question à ton avantage. C'était un cerveau d'une personne qui était inexistant pratiquement. Il ne restait plus que les cellules. Si tu veux, il avait fait une maladie et le cerveau avait rétréci, mais il s'était cloisonné à la membrane comment dire, de la boîte crânienne. Il ne restait plus que quelques cellules, entre guillemets, donc la boîte crânienne était vide et il ne restait pratiquement pas de cerveau. Donc ils ont fait une photo et ils se sont rendus compte que la personne, en fait, elle avait un QI qui était légèrement en dessous de la moyenne, mais qui avait une vie complètement normale, père de famille avec un travail. Et en fait, le gars, quand ils ont fait le test, pour autre chose, ils devaient faire un test, et ils se sont rendus compte que le gars n'avait pas de cerveau. Le cerveau, il n'y avait plus que quelques cellules qui étaient sur la paroi de ta boîte crânienne, quoi. Donc ils se sont bien rendus compte que ça posait problème. Ça veut dire que tout ce qui est mémoire, etc., n'est pas dans le cerveau, ce serait ailleurs. Là, ça rejoint ce que tu dis, c'est que nous ne faisons qu'avec quelque chose qui semblerait être en extérieur pour ceux qui sont toujours dans le réalisme. Oui, dans le Oui, réalisme. Donc, donc bah, c'est disons, voilà, impressionnant. celui qui veut essayer de maintenir une sorte de réalisme, il est obligé de passer au dualisme, à la fois à cause de la physique quantique et à la fois à cause des neurosciences. Puisque Ouais. de toute façon, et c'est pareil, hein, j'en parle dans mon livre, Le Sage irrationnel. Je parle aussi de cas euh, d'encéphalite où il restait, je sais plus si c'était 3% ou 6% du cerveau. Ouais, bah, je Il crois y que a c'est aussi ça. le cas des EMI. Ouais, Il y a c'est le ça. cas aussi des études avec les psychotropes qui montrent que moins le cerveau est activé, finalement, et plus l'expérience consciente est riche et réaliste. Donc tout ça, ça va dans le sens contraire des matérialistes qui trouvent toujours une excuse en disant ouais, mais même quand le cerveau fonctionne plus, tu as une minuscule infime partie quelque part qui doit fonctionner et faire fonctionner tout le reste. Et encore mieux que tout le reste. C'est-à-dire que ça contiendrait à la fois tous les souvenirs, ça serait le calculateur, mais tu sais, même des capacités comme la notion du temps. Je vais te montrer justement l'image, mais c'est parce que je pourrais la voir ici. Je te laisse continuer. Vas-y. Ah, mais tu vois, par exemple, rien que la notion du Toujours là. temps, ça impliquerait, ou même le fait Je ne de t'entends pouvoir plus. calculer dans sa tête, ça impliquerait d'avoir un mécanisme calculateur. Ah, je Donc, ne t'entends plus. ah, Attends, 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 attends. c'est bon? Mon micro est bien mis. J'ai fait une bêtise, à mon avis. C'est peut-être moi qui ai. Hop. C'est bon, tu m'entends? Je ne sais pas si tu m'entends ou pas. Moi, je Quoi. t'entends, hein. Et moi, je t'entends plus du tout, par contre. C'est pas moi. C'est peut-être moi qui ai fait une bêtise, mais comme ça, c'est depuis que j'ai fait le. Je vais te laisser peut-être te déconnecter, te reconnecter peut-être pour qu'on puisse te revoir en son. Euh, Désolée. hop, de retour. Voilà, Ouais, c'est essaie un bon. peu. Ouais, tu m'entends? Non, Toujours pas. je ne suis plus en son. Oh là 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 là, je sais pas ce qui s'est passé. Et toi, tu m'entends bien? Ouais, euh, c'est pas moi, hein. On va faire un petit montage parce que là, on est un peu emmerdé. Je sais pas pourquoi ça a bloqué là. Ouais, moi, il n'y a rien de changé. Envoie-moi un petit texto parce que sinon je te vois pas. Attention, on se téléphone, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal en fait.
Parce que j'entends ton son, il est là, Ah ouais? c'est allumé, mais je ne t'entends pas. Alors, ok. Bizarre. Et là, tu m'entends? Non, Sinon, je me coupe et je reviens. Hein. c'est peut-être Moi aussi, toi. peut-être moi aussi. Je sais pas ce que j'ai fait pour que ça bloque. Là, je micro est mis, caméra, tout est mis, moi. Ce qui me fait maintenant, le son. Pas possible que ça y ait bloqué ça. Tu peux m'envoyer un message via le chat privé. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne vois pas ici ce qui aurait pu engendrer que je ne t'ai plus en son. Ouais, c'est... Tu es censé avoir le son là. Attends, je vais me sortir aussi. Peut-être que Ouais, c'est peut-être moi. sinon on relance tout. Test. Ah, si, ça a l'air de marcher de mon côté. C'est bon? Tu t'entends ou pas? Tu m'entends? Mais Ouais, tu oui, m'entends? le son. Oh, c'est pas vrai quoi. Pourtant, ça a rien changé chez moi. Du son. Audio. Ah oui, voilà, attends. Par défaut, écouteur intégré, peut-être. Et ça peut te parler. Blablabla. Bla, bla, bla. Tu m'entends? Toujours pas? Et là, Et là, test. C'est bon? reparle un peu. Coucou. Tu m'entends? Pas du tout. Ça Voilà. se fait chier, ça. C'est quoi ce bordel? J'ai été échanger les sons en me disant que c'est peut-être. Tu vois que mon mode son s'est coupé. Alors, haute définition, qualité du flux direct. Ça, c'est général. Audio, microphone interne par défaut. Microphone interne par défaut. Ah, là. Ça marche? Toujours pas? Oh, c'est pas vrai, quoi. Allez, c'est quoi ça? Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Hmm. Je t'entends pas du tout. Et toi, tu m'entends comme il faut. Ouais. Hmm. C'est pas possible. Il y a un problème de connexion. Allez, je vais mettre tous mes petits boutons comme il faut. Tout est bien branché. J'ai mon truc branché. Allez, audio, sortie, intégré. Ah, voilà. Non. C'est bon? Oui, Ah, ça bah va. voilà. Non, c'est pas grave. On fera une petite coupure. C'est pas dramatique. Tant pis. Attends, c'est quoi ce bordel? Voilà, on est toujours bon. C'est bon, tu peux continuer. Je vais te remettre l'image si tu veux. Ouais. On fera un petit. Alors, là, hop. Voilà. Ça, on fait un petit raccord. Voilà. Alors finalement, bah, tout ce qui nous paraît éloigné, là, qui nous semblait extérieur, séparé, ou infiniment lointain ou ouvert, bah, finalement, ça constitue toujours une interprétation de nos sens qui sont là. Hein, et pareil pour la mémoire, hein, j'invite aussi, par exemple, à se poser la question comment on se rappelle. Par exemple, là, on a une discussion, on va s'en rappeler de certains éléments, on se souvient d'éléments visuels. Est-ce qu'il y aurait un enregistreur dans le cerveau qui enregistre tout ça en temps réel, les sons, les musiques est-ce qu'il y a, si je pense à ta voix, est-ce qu'il y a un petit orchestre qui se met à t'imiter dans le cerveau? Puis comment ça arrive à être aussi parfait, quoi? C'est quand tu as une musique dans la tête, elle ressemble pas, elle ressemble à la vraie musique avec les vrais sons.
Donc on pouvait se moquer aussi de la vision des Grecs avec un petit soleil dans l'œil, mais les matérialistes actuels, les neurobiologistes font exactement la même chose, sauf qu'ils disent que ce petit soleil, c'est un processus dans les neurones ou quelque chose qui se fait que ça se transforme en lumière perçue, quoi. Mhm. Donc on va dire les éléments qu'il y a dans la perception, que ce soit les couleurs, l'intensité, les formes, elles n'existent dans aucun des éléments du système visuel ou du système auditif. On va avoir quelque chose qui va être une sorte de signal électrique ou de quelque chose de chimique ou une multitude de signaux comme ça qui sont pas de la nature de la chose qui est vue, quoi. Ça voudrait dire donc que s'il y a un signal qui arrive dans le cerveau, qui est ressenti, qui vient du nez, il y a un mécanisme qui saurait quel type de perception c'est et qui la transforme en quelque chose qui en une odeur. Alors que la réalité, elle est que tout est de même nature, on ne peut pas changer la nature de quelque chose, donc tout est de la nature de la perception, et puis une couleur reste une couleur. Mais pour toi, alors, donc ton bleu sera le même bleu que moi. Si je regarde ce que je vois ici avec le bleu, le fond de l'écran, là, comme ça, Alors c'est une question, est-ce que tu vois le même bleu que moi? c'est en fait c'est une question qui est intéressante, mais qui met, qui, on va dire à peu près, puisqu'il y a, il y a une chose absolue et il y a quelque chose de relatif, quoi. Alors, donc, ça veut dire qu'en fait, là, il y a eu, oui, comme tu avais expliqué dans une autre émission, c'est que on a commencé à avoir des perceptions qui sont vraiment redevenues réelles par la conscience collective, c'est ça? La Disons chaise que est une chaise parce qu'on sait parce que finalement, ça a été accepté par tout le monde que c'était une chaise. Donc, ce c'est bleu a ça, dû en être. fait, c'est ce que j'explique un peu aussi ici, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde de la conscience, c'est un monde mental qui suit les processus mentaux, c'est-à-dire que les lois physiques ou tous les processus sont des habitudes de ce Voilà, processus mental. c'est ça. Donc d'ailleurs, l'éveil consiste à constater ça, à les comprendre et à s'en détacher. Mhm. C'est-à-dire voir les choses pour ce qu'elles sont. Qu'est-ce qui les engendre, qu'est-ce qui crée la perception et qu'est-ce qui crée l'objet de la perception. Donc on voit que il y a pas de chose qui change de nature. Une couleur, la couleur elle-même n'est sur aucun objet. Tout ce qu'il y a sur un objet supposément extérieur, ce serait, comme c'est reconstruit, des ondes électromagnétiques. Une onde électromagnétique, elle n'a pas de couleur en soi, elle va avoir une couleur vue. C'est-à-dire que si tu changeais le filtre de perception et par exemple des yeux qui sont pas humains, C'est ça, il n'aurait pas la couleur. pourrait Il n'aurait voir pas la une même autre couleur. couleur. Donc c'est Voilà, pour ça que je dis que c'est approximatif, c'est qu'il y a à la fois quelque chose qui est lié, qui est commun, qui est le processus mental de façon générale qui crée le réel, mais après il y a des subdivisions et à chaque niveau. Donc ça, j'en parlerai plus tôt dans la prochaine émission, qu'on parlera du tout et de la partie, avec les champs morphiques, avec qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est individuel. Et puis, finalement, on va voir qu'on c'est aussi deux éléments où on ne trouve pas ces extrêmes. mhm. Aucun des deux ne peut être accepté, aucun des deux ne peut être rejeté. Mhm. Il faut intégrer le fait que, de toute façon, la perception d'une couleur est un phénomène illusoire, comme l'œil. Donc, savoir, à un moment donné, voir que l'autre voit un vrai bleu, ou ce qui est conçu comme le vrai bleu, c'est, on va dire que le vrai bleu, finalement, c'est toujours la perception du bleu par une conscience. Mhm. Et après, le fait qu'on ait un mot pour le qualifier sur lequel on est d'accord, là, ça va être différent. C'est-à-dire qu'on peut pas savoir finalement si nous, ce qu'on appelle vert, est vu bleu par un autre. On est juste d'accord sur une nomination relative de choses. Et puis, celui qui voit les ciels tout le temps tout rouges, finalement, il n'a pas tort. S'il arrive à les nommer bleus et que tout ce qu'il voit bleu est rouge, C'est ça. il reste capable de communiquer avec les autres. Mais ça, on va dire que ce serait pas, c'est pas impossible en théorie, mais c'est pas le cas, on va dire, pour les humains, ce serait des anomalies, puisque, Oui. on va dire, notre problème est justement qu'on a tendance à suivre ce processus mental général. Et c'est de ça dont on doit sortir. Donc, notre problème, c'est pas d'essayer à penser comme les autres humains, c'est de comprendre que Il y a penser comme d'autres un règles. humain est un conditionnement sur les phénomènes qu'on doit dépasser et on doit voir de manière plus absolue que voir comme un humain. Ok.
Donc l'information qui va être, par exemple, si on se demande où est le son, où est la musique, elle n'est pas dans la partition, elle n'est pas dans la pensée du musicien ni de celui qui a composé, elle n'est pas dans l'instrument, elle n'est pas dans les vibrations de l'air, elle n'est pas dans l'oreille. Finalement, elle est une perception qui est reconstruite avec l'ensemble de ces Oui, choses. c'est ça. Et plus précisément, là, pour un humain, ça va être pratiquement qu'avec le mécanisme de l'oreille qui réagit à la perception du son. Mhm. Et on pourrait se demander aussi, pour l'image, on la voyait quelque part. Enfin, ça c'est pareil, j'ai demandé une fois à ma femme, je lui ai dit, mais essaye de visualiser quelque chose. Et puis un objet, par exemple, tiens, il visualise une tomate. Je lui disais, ben, quand tu visualises un objet, où est-ce que tu le visualises? Est-ce que tu le visualises là, dans la scène devant nous, à quelques mètres devant toi? Parce que j'avoue que j'avais lu il y a quelques temps des pratiques de méditation où on te dit de visualiser un objet à environ 1 mètre de toi ou 2 mètres. Finalement, pour moi, ça veut rien dire, parce que j'ai un gros problème avec ça, à la fois sur la visualisation, puis sur l'endroit. Parce que pour moi, l'endroit à 2 mètres n'existe pas. Donc je peux le positionner, par exemple, si j'ai un mur à 2 mètres de moi, je peux me dire, bon, bah, j'essaie de le voir dessus. Mais je sais, moi, déjà, que l'image que je projette ou que je vois, elle n'est pas à 2 mètres. Et finalement, cette notion de distance par rapport à l'objet qu'on voit à l'image, c'est déjà une reconstruction. Donc, Mhm. alors oui, pour l'histoire de la musique ou des sons ou des neurones, il faut voir que toute information ou tout processus, ben, il reste ce qu'il est. Il a besoin d'être interprété d'une certaine façon avec une référence qui se fait toujours par rapport à des perceptions. Parce que même une partition enfin, n'a aucun sens si on fait pas, si on n'a pas une notice à côté qui explique à quoi correspondent les lignes, les notes, c'est quoi les Mhm. conventions. On va devoir même noter quels sont les instruments. Donc il y a tout un ensemble de règles. Et puis ceux qui parlent d'information, en général, ils éludent ça, ils se disent, bah, il existe quelque part une information qui existe et qui veut dire quelque chose en soi pour elle-même et puis qui s'interprète elle-même, alors qu'on voit que c'est pas possible. Donc c'est comme pour les caractéristiques, comme pour les causes et les effets, tout ce qui est manifesté, il y a une régression à l'infini à partir du moment où on considère qu'ils ont une existence en soi. Et c'est pour ça aussi que le réalisme se réfute avec l'analyse, en plus de la réfutation métaphysique. C'est-à-dire qu'aucun élément n'est jamais trouvé sur ce qui est dit, ou alors que telle affirmation, eh ben, elle est réfutée parce qu'elle implique une régression à l'infini et puis qu'elle implique toujours elle-même. C'est-à-dire l'existence de la perception de quelque chose qui viendrait d'une information, finalement, elle va toujours découler d'une perception. Et puis, celui qui nous raconte une théorie sur le fait que bah, il y a, il y a, il y a des choses qui existent hors de la conscience, bah, comme je disais au départ, ça existe finalement que dans sa conscience. Et on peut jamais faire de comparaison. Donc, par exemple, pour le vrai bleu aussi, ou pour la vraie couleur du soleil, est-ce que le soleil a une vraie couleur? Bah, en fait, ça veut rien dire. On peut dire, oui, on va regarder, on va supposer que la couleur vient du rayonnement électromagnétique. Mais vu que l'humain, de toute façon, reconstruit des couleurs qu'à partir d'une certaine gamme, comment on va interpréter les autres? Est-ce que l'ultraviolet, c'est du violet plus violet que le violet? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les rayons X ont une couleur? De toute façon, il faut l'inventer en tant qu'alia, cette couleur. Mhm. Et en réalité, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire c'est la perception d'une certaine chose qui ensuite s'interprète comme étant un phénomène ou un objet qui a cette couleur ou qui produit cette perception. Oui, ou alors on pourrait dire aussi que de voir du bleu, ça veut dire éliminer toutes les autres couleurs. C'est que notre perception à nous ne voit pas les autres couleurs que celle-là. Ça pourrait être aussi dans ce sens-là. Que de dire que tu ne vois que la couleur, non, c'est que tu vois aucune couleur à part le bleu. Ça pourrait être aussi dans ce sens-là. Oui, puis tu vois aussi, par exemple, qu'on te dit, tiens, bah, le noir, c'est pas une couleur, ou le blanc, c'est pas une couleur. C'est Je l'absence, trouve c'est que le noir, l'absence c'est de couleur. marrant, parce que est-ce qu'une absence de couleur, ça n'a pas la nature d'une couleur? Le noir, tu le vois comme une couleur, tu le vois pas comme un son, ou comme un trou, ou comme une chose qui n'existe pas. Donc, c'est aussi une preuve que Une- c'est la même nature. C'est-à-dire la nature c'est pareil, d'une intensité lumineuse, finalement, elle est visuelle aussi. Oui, surtout qu'en fait, quand on fait tourner la roue chromatique, là, le disque chromatique à vitesse rapide, qu'est-ce que ça donne? Ça donne du blanc. Donc, je veux dire, c'est tout. En fait, ça peut être une superposition d'états aussi.
vois, vu qu'ici les états ne changent pas assez vite, on a la perception. Si les états changent trop vite, on n'a plus la perception, donc ça n'existe plus. Ça a une autre forme. Tu vois ce Après, que je veux dire? ouais, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est une reconstruction inverse du mental. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vois du blanc parce que, oui, bah là, tu vois, tu as les deux, comme au début. On va dire, C'est la perception qui va trop vite. C'est trop vite pour ton cerveau, pour ton outil de perception. ouais, voilà, et puis ça montre que bah, déjà la perception est relative et puis que justement elle a une certaine temporalité. Donc déjà la persistance rétinienne, elle permet, enfin on appelle ça persistance rétinienne. En réalité, c'est pour pas dire qu'il y a une persistance de la vision mentale. Parce que bon bah sur la rétine, que ça s'éclaire ou que ça s'éclaire pas, finalement il y a des réactions dans le mental, ça pourrait changer tout de suite, ça pourrait s'adapter tout de suite. Euh, mais de toute façon, il y a toujours ce petit décalage, c'est-à-dire qu'on voit le passé, donc Voilà, c'est et ça, puis ça on revient. l'intègre. Donc de la même façon que chaque point de l'œil reçoit toute l'image, et puis le cerveau en fait une seule image unique qui est à peu près cohérente. Même si d'ailleurs justement on passe d'un œil à l'autre, on a deux images qui sont à peu près les mêmes, qui ont l'air de se superposer, ou qui ont l'air d'être décalées si on ferme un œil puis ensuite l'autre. Ce qui donne Alors que le relief, c'est ce qui voilà. permet d'avoir le relief. Je veux dire, c'est aussi ce qui accentue. Ce n'est Après, je pas t'avoue que moi, je suis perplexe parce qu'on dit que tu vois qu'il y a la vision des deux yeux, c'est ce qui permet d'avoir le relief, alors que finalement, l'image reçue par un seul œil, elle vient de plein de points. Et puis, si tu fermes un œil, tu perds pas totalement ta vision du relief. non, non, je fais Les choses deviennent pas, tu vois, ton écran, il non. est paraît toujours loin. Parce que justement, il y a l'habitude, il y a une illusion d'optique. Finalement, tout est illusion d'optique. Mhm. Puisque tout est construction du cerveau, toute forme qu'on voit est une forme reconstruite. Et il y en a qui sont plus vrais que d'autres, il y en a qui vont sembler plus extérieurs que d'autres, il y en a d'autres qui vont sembler internes parce que c'est des hallucinations. Mais finalement, elles ont toutes la même nature et elles sont toutes au même endroit et elles ne peuvent pas être différenciées les unes des autres. Donc à un moment donné, c'est pareil, il va falloir accepter que ni l'une ni l'autre n'est à rejeter et que les deux, enfin toutes sont intégrées. Ouais, c'est intéressant. Donc là, c'est marrant aussi, on peut se poser des questions quand tu te fais mal quelque part. Par exemple, tu te reçois une pierre sur le pied, où est ta douleur au pied et qui a mal? Si tu te dis que ta douleur, elle est au pied, est-ce que elle se situe là, ta douleur? En fait, la blessure est au pied. Mais elle remonte, enfin, l'information remonte. Donc, je veux dire, donc c'est vrai que Justement, l'information qui remonte, c'est quoi? C'est une douleur ou c'est un signal oui, nerveux? Tu t'es vois? tordu, t'es tordu, sais-tu? Et c'est vrai qu'on est là pour se tordre les On ménages. est là pour oublier les Ah choses qu'on oui, nous dit, c'est-à-dire quand on te dit quelque chose qui est oh bah la douleur c'est un signal, je suis désolé, la douleur c'est la douleur. Donc où est de la douleur et est-ce que c'est l'endroit qui est blessé au pied qui éprouve sa propre douleur? Est-ce que c'est le reste du pied qui éprouve la douleur de l'endroit où tu as mal au pied? Est-ce que c'est une autre partie du corps qui éprouve la douleur ou est-ce que c'est les nerfs eux-mêmes? ben, il Finalement, faudrait faire le. Oui, un nerf ou un oui. neurone qui est activé, est-ce qu'ils éprouvent de la douleur? Non, ils envoient un signal de la même façon que l'œil n'éprouve pas de couleur, quoi. Oui, mais par exemple, quelqu'un qui se coupe le pied. Voilà. On dit ils ont une douleur fantôme. Ah bah, oui, mais la douleur fantôme, c'est une reconstruction mentale. Voilà, En donc fait, je veux dire, la voilà, douleur non fantôme est une douleur fantôme, mais avec un membre qui est plus oui, réel, qui est persistant. ça, oui. Mais oui, c'est vrai, mais donc c'est bien la preuve oui, que la perception de la douleur, en fait, finalement, Le c'est pas lié problème, aux membres. C'est pas lié aux membres. C'est lié une réaction que tu as eue, peut-être en voyant quelque chose tomber sur ton pied. Tu aurais peut-être pas mal si tu te bah, en fait, à un moment donné, tu as tout le processus qui s'enclenche et qui est hiérarchique. C'est-à-dire que là, j'ai pris le pied, l'endroit où il y a la blessure, et puis on se rapproche de plus en plus du centre où tous les signaux sont centralisés, qui est donc, on dit le cerveau, mais il faut l'appeler encéphale parce que le cerveau, faut pas oublier que ça inclut tout le reste des nerfs, et le cerveau finalement est déjà inclus dans les nerfs. Et si on cherche qu'est-ce qui n'est pas le cerveau et qu'est-ce qui est le cerveau dans le corps, on aura le même problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite précise. On va pas trouver quelque chose qui n'est pas le cerveau, puisque sinon, c'est qu'il est relié à rien. Et tout ce à quoi il est relié et qui est nécessaire à son fonctionnement, finalement, reste le cerveau. c'est ça.
Après, on pourrait en modifier la configuration. On pourrait dire, bah oui, je me coupe un bras et puis j'en mets un autre. Mais de toute façon, il va falloir le relier. Et donc, le cerveau permet finalement son objectif, c'est de centraliser tous ces différents signaux. Mais ces signaux, c'est pas eux qui produisent la perception. En fait, il faut le voir là exactement comme l'inverse. Je disais, on voit dans le passé. Le corps qu'on perçoit, c'est le passé. Donc le corps que tu es en train de percevoir, tu dis je suis mon corps dans le présent, en réalité c'est une image que tu te reformes de ton corps passé. Et donc si tu cherches ton corps présent, bah, c'est toujours, il va toujours être situé ailleurs, comme l'étoile est ailleurs d'où tu la vois. Même si le décalage paraît court, eh ben, si on commence à se rapprocher des instants de conscience et puis de vraiment réfléchir là-dessus, ça va être très important de se distinguer un instant de conscience du suivant. D'ailleurs, on va pouvoir aussi se poser des questions peut-être pas aujourd'hui, mais sur le temps et la durée des phénomènes. Tiens, par exemple, est-ce que quand tu vas penser quelque chose ou quand tu penses quelque chose, est-ce qu'il est déjà pensé, ce truc, au moment où ta pensée commence à se former en phrase dans ta tête? C'est forcément déjà pensé. À mon avis, oui. Et arriver à percevoir justement cette émergence d'une pensée et l'arrêter avant même qu'elle se forme. Et je veux dire avant même qu'elle se forme en langage, mais aussi avant qu'elle se forme en tant que pensée. Ça va être ça, en fait, la réelle méditation métaphysique qui doit être faite justement en comprenant que c'est pas un phénomène extérieur, que tu es en train de regarder ton esprit qui produit, qui observe des phénomènes de la conscience. Oui, mais à tout moment, en fait, tu produis une pensée. À tout moment, quand tu es... après, quand il y a des fois où tu vas pas en avoir spécialement, par exemple, Non, ton attention va être accaparée. Oui. À tout moment, tu as des processus mentaux qui sont en cours, sur lesquels tu portes plus ou moins ton attention et qui sont formés des types soit sensitifs avec des sens physiques, mais tout reste mental de toute façon. Mais à partir du moment où cette pensée existe, elle est déjà en processus de matérialisation. Donc, oui, mais exister pour justement, à partir de quel moment tu vas dire là qu'elle existe? Est-ce que c'est quand toi tu l'as formulée en phrase? Tu vas voir que si ton esprit tu l'affûtes pour qu'il perçoive vraiment l'avant-naissance ou le moment où cette pensée va naître, parce que l'objectif... elle suit une autre pensée, en fait, finalement, non? C'est la conséquence d'une autre situation qui crée une suite de pensées. Tu es en fait dans un mouvement perpétuel. C'est ça, c'est la continuité du processus mental Voilà, qui produit également la conscience, dont les pensées sont un des phénomènes. Ça dépend aussi. Donc elles sont intrinsèquement liées à la pensée précédente. Voilà. Et puis c'est ça aussi qui fait que on se rend compte que comme les choses ne peuvent pas changer de nature, qu'est-ce qui se passe au moment où on interrompt ce processus, quoi. Donc ça va être dans des moments où par exemple si tu perds conscience ou si tu meurs, qu'est-ce qui se passe pour la continuité de la conscience? D'ailleurs, justement, on verra que ce processus mental et cette habitude fait que on est très lié à ce processus individuel. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup moins de mal à se réintégrer notre sensation d'individualité que pratiquement tout le reste, puisque c'est le fondement même de cette conscience différenciatrice. Elle s'approprie un ensemble d'éléments, et puis après le reste, qu'elle les interprète ou pas, finalement elle se les est déjà appropriés comme un jeu séparé, comme un sujet qui regarde l'extérieur, quoi. Donc il y a déjà eu cette séparation. Donc le matin, si tu te réveilles que tu es toute vaseuse, tu sais plus où tu es, tu sais plus quand tu es, qui tu es, tu as pourtant cette perception individuelle du jeu. Tu n'as pas une perception multiple ou une absence de perception. Voilà, c'est ce qui revient tout de suite. Et c'est d'ailleurs la dernière chaîne dont il faut se libérer, comme je disais, celle du soi ou du je par rapport au non-soi. C'est justement ce dernier lien qui est important pour l'éveil parfait, qui inclut tous les êtres, qui inclut le non-soi, qui inclut le réel et l'irréel. Finalement, ça ne veut pas dire qu'on est tout cet univers, comme on pourrait le dire. C'est que cet univers, de toute façon, déjà, c'est un ensemble de fictions dont, pour chacun, il se reproduit par des habitudes mentales. Et voilà, c'est comme tu disais, une pensée découle de la précédente.
parce qu'elle découle de deux choses, comme notre conscience, c'est des habitudes, donc le processus mental, et puis aussi des conditions actuelles qui sont soit les conditions déjà réalisées ou les conditions latentes. Donc les conditions latentes, c'est celles qui sont, on va dire, En en quelque préparation sorte, dans un voilà, qui sont imprimées par les intentions et les réactions à ce qui des existe. précédents ou des gens qui sont à côté de toi, qui ont déjà mis dans la matière certaines choses et qui vont engendrer chez toi un mécanisme qui va s'associer. C'est la co-création aussi. Voilà, on est. Alors On est tellement intrinsèquement liés l'un à l'autre. Je veux dire, après, on est lié. On va voir pour les conditions, mais heureusement, on n'est pas lié pour un certain type de rétribution, sinon ça aurait aucun sens. C'est-à-dire que celui qui a des mauvaises intentions bénéficie du résultat des bonnes intentions de l'autre, tandis que ça pourrait s'inverser. Finalement, celui qui a des bonnes intentions aurait le résultat des mauvaises intentions. Donc il y a effectivement, on va rejeter ni l'un ni l'autre, et heureusement qu'il y a une sorte de libération aussi de ces conditions, et puis même des empreintes latentes. C'est ça aussi l'éveil, encore une fois. C'est arriver à perdre ce statut de simple processus qui poursuit son existence conditionnée par son état d'avant, quoi. Alors, on refera peut-être deux émissions, on ira plus loin pour le corps, mais qu'on voit qu'on ne peut pas vraiment trouver qui est l'objet de la douleur et qui est le sujet, puisque on ne trouve pas l'objet dans le corps, puisque le corps, on voit qu'il n'est jamais extérieur, puis finalement l'objet de la douleur, c'est toujours la douleur elle-même, et puis qu'elle est toujours située à l'endroit où il y a la douleur. En fait, c'est l'endroit de la douleur qui existe par le fait que quelque chose est éprouvé là. Le fait que, par exemple, tu aies une douleur à un membre fantôme, c'est juste ça veut pas dire que tu n'as pas mal à cet endroit-là, pour ta conscience à cet endroit-là. Ça veut dire qu'il y a une incohérence entre deux sensations, deux réalités, celle de la réalité tangible ou du processus du fonctionnement du corps physique, de l'homéostasie, et puis un autre phénomène perçu qui semble être ailleurs. C'est comme une illusion, mais ça veut pas dire que cette illusion est pas réelle ou qu'elle est moins réelle que le reste. on ne peut pas dire à la personne qu'elle ne souffre pas. Elle souffre quand même de douleurs fantômes. Elles sont là, elles sont présentes pour lui. Eh ben, si, oui, puis si on commence à dire que c'est la souffrance qui est réelle, on l'étend de nouveau, on l'étend à tout le reste et personne ne souffre. Ça veut dire on nie l'existence de la souffrance, donc on nie complètement tout alors que c'est une réalité évidente. On ne peut pas nier la réalité évidente, donc celui qui dit qu'il a mal, on n'est pas obligé de le croire, mais on ne peut pas réfuter sa douleur. On en a déjà parlé, des instants de conscience, justement, de cette apparente continuité, c'est une succession de manifestations. Alors, j'en parlerai plus avec le temps. Il faut bien voir que la temporalité des phénomènes, par exemple le fait que quelque chose dure un certain temps, c'est une construction mentale qui vient de cette continuité où on reconstruit à chaque fois. Mais à chaque instant de conscience, c'est l'ensemble des phénomènes conditionnés qui se remanifestent et qui se détruisent. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on peut les observer entièrement et que après l'objet de la contemplation, le but c'est de se retrouver entre la destruction et la nouvelle création de cet instant de conscience pour en voir l'émergence et puis pour empêcher même certains de se produire, c'est-à-dire nettoyer les traces de cet événement pour ne pas les recevoir et qu'ils ne deviennent pas une condition future. Donc là évidemment ça paraît très compliqué ou complètement abstrait, mais ça demande c'est comme ça que ça fait qu'on utilise tout ce qui est système d'hypnose régressive quantique, comme ils appellent ça. Mais si tu le fais par l'hypnose, tu as besoin quelque part aussi d'un moyen extérieur. Puis comme on le disait au début, est-ce qu'il faut pas que... L'objectif maintenant, c'est que chacun, on a un mental très développé dans l'humanité actuelle. Ça rend d'un côté très idiot sur les évidences, et d'un autre côté, c'est un outil assez puissant qui a des connaissances justement qui sont cumulées par tout le monde. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait actuellement et toute la façon dont l'humanité pense, c'est à la fois par des événements qui sont vécus personnellement, mais c'est surtout par le conditionnement de l'ensemble. C'est ça. Donc des techniques, par exemple, ou des résultats qui ont été atteints en méditation ou en réflexion, certains d'entre nous qui sont dans cette continuité en bénéficient, d'autres en bénéficient moins parce qu'ils prennent d'autres routes ou parce qu'il faut voir aussi qu'il peut y avoir des chemins de traverse ou des genres de régression apparente dans une histoire qui n'est pas continue.
Mais voilà, et donc il y a un réel avancement dans les processus mentaux qui se complexifient de plus en plus. Donc tous les objets dont on parle, par exemple même des neurones là, ou des nerfs, finalement, deviennent des explications supplémentaires sur une chose qui était qui complexifie notre façon de penser. Ça peut être intéressant parce que ça nous permet aussi d'avoir des ouvertures et de mieux réfuter ces éléments. Mais par contre, si on s'y accroche et puis qu'on se dit ah bah vu qu'il y a une activité dans le cerveau, ça veut dire que c'est ce bout de neurone qui produit ta conscience du rouge, qui est complètement absurde puisqu'on a de toute façon pas d'explication satisfaisante à donner sur ça. Mhm. Donc la manifestation elle-même, l'instant de conscience, on en parle d'un instant, un instant de l'esprit, mais celui-là, il n'a pas de durée intrinsèque. Donc on pourrait dire même qu'il peut être vu et observé dans une durée très longue, ou alors de façon habituelle, on ne le voit même pas. C'est comme un film projeté, on ne voit pas l'écran entre les deux images, et puis c'est ça qu'il faut qu'on essaye de voir par la contemplation de notre esprit. Donc il faut voir aussi que c'est pas une succession d'états de l'univers. Donc la manifestation qui suit celle d'avant, c'est pas un état. Dans les deux cas, c'est un processus de création et de destruction, de relations de choses les unes par rapport aux autres qui crée une perception. Mmh. Donc on va nous dire oui, moi aussi, mais si c'est ma perception qui reconstruit tout, pourquoi j'arrive à faire des trucs que je comprends même pas? Par exemple, comment c'est possible que je construive moi-même mon cerveau, ce qui va être observé par quelqu'un d'autre, et puis des milliards de neurones? C'est justement le problème, c'est que le mental, lui, on va dire, c'est son but, c'est son fonctionnement. Il crée des relations entre toutes les choses, et ces relations, c'est des choses c'est toujours des relations. Donc entre Il n'y a deux rien concepts, sans, oui, 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 il y voilà. a Donc rien sans comme je relation. dis, il n'y a pas de caractéristiques qui sont créées et qui s'ajoutent. C'est des relations qui se font entre les choses, donc elles disparaissent pas, elles ont tendance à se cumuler, et puis c'est un outil hyper efficace pour faire ça. Donc à chaque instant, toute l'humanité et chacun de nous, par le fait que notre mental contienne la partie et le tout, et on reconstruit en reflet tous les autres, et puis le fait que toi tu sois formé d'électrons quelque part, qu'un physicien va voir avec son appareil, c'est pas à chacun qui décide de le reconstruire. Alors, j'aurais envie de dire que là, on est en train d'un peu de montrer aussi, pour nos auditeurs, pour comprendre pourquoi ce mécanisme est intéressant, c'est que notre réalité, c'est entre autres notre perception et c'est nous qui la créons. Voilà. Enfin, alors on va dire déjà pour commencer, on va dire on l'aperçoit. Elle est basée sur la perception et elle est interprétée par le mental. Par contre, on va dire la manifestation à chaque instant, soit tu en es simple spectateur et puis tu laisses la continuité de l'habitude mentale se poursuivre. Donc là, voilà, comme une pierre qui est en train de... Voilà, c'est les relations entre les choses et la causalité qui se produit à cause de ça. Et c'est justement la question, un être d'éveil, finalement, c'est quelqu'un qui a dépassé ça, qui a dépassé le conditionnement et qui peut, on va dire, pas créer, parce que c'est pas une création puisque c'est irréel. Est-ce que tu crées un objet du rêve qui n'a pas de temps puisque rien n'est créé et puis qu'en plus ça dure pas? On va dire il produit cette réalité imaginaire. Ou alors il se détache d'une certaine réalité imaginaire. D'accord. Donc tu peux vivre totalement différemment si tu te détaches de la réalité imaginaire. Et c'est l'objectif, hein, c'est l'objectif des êtres d'éveil qui doivent maintenant se détacher pour pouvoir agir, puisque de toute façon, c'est par cette action que quelque chose peut se faire. Le paradis, c'est ici et maintenant si on en a envie. Ouais, ça peut être dans longtemps, mais justement, le temps, comme il est relatif, voilà. Et puis comme chacun va le vivre différemment, le moyen pour arriver on va dire, à ce vœu inconcevable de l'être d'éveil qui est de libérer tous les êtres, son seul moyen, ça va être d'étendre sa perception du temps et de devenir lui-même illimité dans cette perception. Donc le travail sur soi va libérer la conscience collective. Voilà, c'est l'objectif. J'aime bien quand tu parles comme ça. Et là, c'est marrant, hein, parce que on s'est retrouvé là, tu vois, nous on se retrouve dans cette situation, on a suivi les chemins de notre existence par notre conditionnement, nos événements.
On se rend compte avec le recul que beaucoup de choses, que C'est fait, pratiquement tout était déjà accompli. exactement. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas connaissance avant, c'est-à-dire qu'un être d'éveil ne va pas savoir au début de son existence qu'il en est un avant d'accomplir l'éveil. D'ailleurs, Bouddha aussi, avant même son dernier, quand il a 35 ans atteint l'éveil, avant il savait pas. D'ailleurs, Mais est-ce s'il qu'on peut l'avait, dire que c'est le voile de l'oubli qu'ils appellent ça dans les écrits? Tu vois, ce fameux voile de l'oubli qui est nécessaire pour que les âmes continuent. Enfin, je sais pas si on va utiliser âme, conscience, tout ce que alors, tu tu vois, veux. tu utilises, oui, déjà d'autres mots en Oui, disant, non, non, bon, bah, mais il y a une voilà. raison. C'est le voile de l'ignorance qui fait que tu vois pas les causes et les effets qui t'ont mené jusque-là, donc qui fait que tu oublies et que tu peux pas percevoir tes existences passées et toute la continuité avant ça. Voilà. Mais sinon, Mais c'est une après, si continuité. tu dis qu'il y a un objectif, alors déjà, si tu parles d'âme, il faut savoir que l'âme, j'en parlerai jamais. Puisque l'âme, ça va être de la même. Tu vas pas pouvoir distinguer ton corps physique du corps mental, du corps spirituel. Et Ils doivent là-dedans, tu vas pas séparer. pouvoir C'est caser clair. d'âme. Oui, d'accord. Donc, ton âme, tu peux considérer ce que tu appelles âme, que ça va être ton corps spirituel absolu. Ce sera Voilà. beaucoup plus Donc, intéressant de le concevoir comme. mon corps spirituel absolu, quand il vient reprendre une incarnation de chair et de sang, oublie qui il était, enfin qui il est, parce qu'il n'est pas, il n'était pas, il est. Hein, on est tous, il n'y a pas de termine, ça ne se termine pas. On est dans cet état et il vient accumuler des connaissances de plus en plus et des expériences. C'est même pas des connaissances, c'est de l'expérience. C'est tout ce qu'il fait et c'est une expérience supplémentaire, sans jugement, sans rien du tout. Mais on a oublié en fait qu'on était. Bah, en fait, dès que Et là, c'est pour ça. tu meurs physiquement et puis que ton corps mental euh, lié à ce personnage se désagrège aussi, là, il reste les effets latents et les habitudes mentales. Et puis ensuite, tu repars dans une conscience qui est complètement liée on va dire, à l'inconscient collectif ou au processus collectif de l'humanité, de la Terre et tout ça. Et donc finalement, oui, tu oublies parce que c'est on va dire, l'organisme biologique qui est reproduit par les processus mentaux qui n'est pas capable d'aller chercher ça. Ça Alors veut moi, dire je que trouve ça fait ton penser cerveau actuel ou quand tu étais bébé n'est pas fait pour aller chercher les souvenirs d'un autre corps. Voilà, c'est ça que ça veut dire. ça me Puisque fait un peu finalement, ton penser au battement de cœur, tu vois. Comme je te dis, c'est le côté un peu, je viens expérimenter, je ramène l'information, je viens réexpérimenter, je après, tu sais, ramène moi, j'ai cette autre approche aussi, c'est que là, tu vois, c'est cet attachement au monde illusoire et aux expériences. Et c'est pour ça que beaucoup parlent de divin, de l'âme, que tout est parfait. Ici, l'approche, c'est de s'éveiller, de se libérer de ça. Ça veut dire qu'on considère que cette expérience actuellement, enfin, le fait d'être contraint par les conditions et de subir un processus ça, c'est pas mental, normal. eh ben, c'est pas, on va dire, c'est pas indispensable pour l'être d'éveil. C'est ça. Lui, il va le voir, donc l'expérience et les phénomènes, il n'a pas besoin de les expérimenter pour lui. Mais ça aussi, c'est pareil, il va falloir vraiment, encore une fois, ne pas rejeter non plus ce que tu dis, puisque à chaque fois, on va plus loin. Et même quand on parlera des corps, des trois corps spirituels, dont on va dire le corps absolu est un peu le principal, mais il y a le corps de jouissance, corps de sagesse. Euh, finalement, ces corps sont aussi quelque part des expériences acquises. C'est-à-dire que c'est pas rien, c'est des choses illusoires. Et l'être qui atteint l'éveil ou quelqu'un comme Bouddha, qui a un rôle après dans tous les univers, finalement, eh ben c'est pas une disparition, c'est quelque chose qui se place ensuite à un autre niveau qui est non conceptuel. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de t'identifier à l'expérience pour la connaître. C'est ça aussi. C'est tout un apprentissage de déconstruction qu'on fait. On a tellement d'idées préconçues qui ont été amenées dans la conscience collective et qui sont des idées qui sont préconçues, qui sont limitantes, et ben qu'ici on est en train de déconstruire tout un mécanisme de conditionnement en fait. Voilà, donc oui, il faut vraiment s'habituer à chaque fois aussi vraiment toujours revenir au piège réaliste de se dire ah mais c'est parce qu'il y a telle chose ou telle autre chose. Quand on n'est pas capable déjà par exemple, bah tiens, tu sais l'autre fois tu me parlais de Merkaba ou on va dire de corps spirituel ou Mhm. d'un corps mental.
finalement, si on n'est déjà pas capable de distinguer un corps physique d'un corps mental, puis que finalement le corps spirituel est exactement la même chose, on ne va pas en parler d'une certaine forme particulière, puisqu'on sait déjà plus ce qu'on est en train de dire. C'est ça. Et est-ce que ça, c'est pas lié à une certaine forme? Est-ce que c'est pas lié, il faut toujours voir de façon absolue. Est-ce que ça concerne tout univers envisageable ou même inconcevable, ou alors est-ce que ça constitue un univers particulier? Donc il faut toujours, il faut se défaire vraiment des concepts. Ouais. Alors quand je disais aussi que l'objectif, c'est de parvenir à avoir des réflexions métaphysiques sur des choses qui n'abordent pas les concepts de façon dualiste ou dans la dualité, qui amènent forcément, qui amènent en fait à rien. On peut pas atteindre l'éveil en se disant tiens, je cherche mon âme ou je cherche mon corps physique que je vais trouver. L'éveil va s'atteindre justement en comprenant à quel point il n'existe pas et qu'est-ce qui sont les phénomènes qui le rendent de façon apparente réel. Alors quand je dis n'existe pas, c'est pareil, on rejette jamais, ça veut pas dire qu'on accepte la non-existence. Ça veut dire que il faut apprendre à considérer que le réel, ou ce qu'on appelle réel, il y a plusieurs niveaux d'irréalité. Donc, il y a des choses qui sont purement imaginaires, il y a des choses qui sont du réel conditionné, et puis il y a, on va dire, le réel absolu. Donc déjà, c'est trois choses, et puis en fait, les trois ont la même essence, c'est-à-dire que même le réel absolu, tu peux dire dans un sens, c'est pas quelque chose qui existe en soi, donc il n'a pas une existence réelle, c'est pas du être ou du non-être. Quand on dit que l'illusion est imaginaire, ça veut pas dire que d'un côté, il y a l'être qui est l'esprit, et puis il y a le non-être qui est l'illusion, puis on doit faire disparaître l'illusion. En réalité, ces choses-là n'existent conceptuellement que l'une par rapport à l'autre. L'objectif, c'est d'arriver déjà à les concevoir l'une par rapport à l'autre, au lieu de les concevoir séparément, ou enfin voilà, d'en voir une inexistante et l'autre existante, ou les deux existantes en soi, et puis après, de même dépasser la perception ou l'idée de ces choses. Donc on fera aussi peut-être des émissions un peu sur la réflexion métaphysique, hein, pour essayer d'entrevoir la vacuité, les limitudes des phénomènes. Il faut bien se rendre compte que si on réfléchit sur notre corps, tiens, tu fermes les yeux et puis tu te dis je pense à la pièce qu'il y a autour de moi, finalement, ou si je songe à son existence, elle n'est pas tellement différente. Est-ce qu'elle est autour de moi ou est-ce que c'est pas juste à l'intérieur de moi? Tu peux essayer d'imaginer que c'est ta conscience entière qui contient la montagne que tu vois au loin, puisque c'est vrai. Donc plutôt que de dire que la conscience est ici et puis qu'il y a des choses éloignées, déjà par exemple essayer d'aborder les choses en disant ma conscience elle emplit le tout et puis il y a des choses qui sont placées dedans. Ça peut déjà être une étape, sachant que ces choses aussi sont illusoires et ont la forme de la conscience. Donc on arrive au bout aujourd'hui, hein. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Oui, c'était déjà pas mal. Donc sur les phénomènes, comme je disais, l'éveil aussi est un processus, c'est-à-dire comme une pensée, elle a été, qui existe en entier, c'est-à-dire que tu peux pas créer une demi-pensée sans fin. Elle va devoir être créée entièrement en tant qu'existence, en tant que cause ou condition, et ensuite se manifester, par exemple, en étant pensée ou pas. L'éveil, ça va être pareil, quoi, la graine d'éveil. Donc si ceux qui se retrouvent ici à regarder ce genre d'émission, il faut qu'ils sachent que déjà, ce qu'ils sont en train de voir, c'est une production de leur esprit, c'est dans leur conscience, qu'ils en sont une des facettes, et puis c'est leur esprit aussi qui a produit les êtres éveillés, qui a produit la notion d'éveil, qui produit ce qu'ils voient de cette émission. On est tous, justement, l'image du diamant est bien, puisque le diamant, finalement, il a rien. Si on dit on est chacun un diamant, ce qu'il y a, c'est les reflets qui vont être affichés. Et si on affiche des reflets, ceux qui nous écoutent en ce moment, qui se voient comme des spectateurs, si c'est eux qui envoient l'image sur le reflet qui serait moi comme diamant, le fait que je suis en train de parler et dire ces choses-là, on est bien d'accord que c'est lié aussi à toutes les conditions qui vivent, c'est quelque chose qui s'est produit. C'est pas moi, je suis pas né dans l'espace tout seul en train de me dire je vais parler d'éveil. Il faut bien comprendre qu'il y a toutes les conditions actuelles qui font qu'un événement se produit. Donc si on en est là, on en est un petit peu, on a une conviction, on a quelque chose qui se produit,
Et puis pour certains, ça va être juste une petite graine pour l'instant qui va les ouvrir à quelque chose. Et pour d'autres, eh ben, ils sont déjà convaincus, ils recherchent déjà activement l'éveil. Que ce soit ceux qui souffrent beaucoup parce que, comme le premier éveil, fuir la douleur et les causes de la douleur, ou alors fuir le réel parce que plus rien n'a d'intérêt et qu'ils n'ont pas envie finalement de vivre cette existence. Donc c'est un petit peu les deux éveils de l'aspiration à la non-existence, qui est le rejet de l'existence et le rejet des autres. Et qu'il faut maintenant dépasser, qui ont déjà été faits par beaucoup d'humains, on va dire, et puis dont certains œuvrent pour qu'on s'éveille. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a peut-être pas mal d'événements qui sont purement fictifs, qui sont créés par des êtres d'éveil pour nous éveiller. Mmh. Et d'ailleurs, même des fois, un livre sur lequel tu vas tomber ou Des synchronicités comme ça qu'on se pose la question pourquoi on est tombé dessus et qui en fait finalement tout ce petit chemin est nécessaire. ben moi, il y a des trucs incroyables dans ma vie, mais quand on les raconte, c'est moins impressionnant parce qu'il faut Oui, parce vraiment que mettre c'est un tout rapport bout avec à bout. toi-même. Mais Voilà. oui, voilà, je veux dire, c'est avec toi-même, entre guillemets, avec ta partie à toi. Et je veux dire, mais qui a un rapport, tu sais, même quand tu discutes avec les gens, quand je discute avec toi, tu me permets aussi de réveiller des questionnements que je n'aurais pas réveillés si j'avais été toute seule. Donc, tu fais partie de l'éveil de ma conscience également. Et je veux dire, et toute personne qu'on va croiser a une importance dans notre éveil. C'est pour ça que j'arrête pas de m'évertuer à dire, nous sommes la meilleure version de nous-mêmes parce que nous ne sommes plus les mêmes que hier et nous ne serons pas les mêmes que demain. On est en constante évolution en fonction de la somme des rencontres, des lectures, des émissions qu'on entend, etc. Et on change fondamentalement. Celui qui dit oui, mais moi je reste sur mes idées, ben non, c'est dommage parce qu'en fait on est constamment en évolution et c'est ça la vie. C'est perpétuellement en mouvement. Donc il ne faut pas avoir peur de changer d'idée, de lâcher des choses qu'on croyait avant et qui n'ont plus de raison d'être, parce elles sont nécessaires à un moment donné de ton histoire, mais elles ne sont pas nécessaires tout le temps. Donc c'est ça aussi, c'est savoir lâcher parfois certaines croyances, ben, je dirais pas croyances, mais même certaines idées, etc., qui sont nécessaires pour une évolution permanente. Mais alors il faut les lâcher pour pouvoir permettre à émerger d'autres idées qui nous permettent d'avancer. Et puis, on peut se dire aussi, on se rend compte que sur des choses vraiment importantes comme ça, comme sur éveil ou des grands événements, bah, qui sont forcément déjà fixés. Parce que dans un sens, tu vois, Bouddha, quand il a eu la conviction qu'il devait chercher l'éveil parce qu'il y avait cette insatisfaction, c'est voir la souffrance dans les autres, il n'avait pas connaissance de son éveil qui était déjà accompli aussi dans d'autres existences, puisque les êtres d'éveil, c'est pas une seule existence. Tu te rends compte que tes conditions, tes vœux de même comprendre la compassion ou comprendre la vacuité des choses, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc si on en est là, c'est parce qu'il y a eu de nombreuses existences pour avancer petit à petit. Donc faut que chacun justement faut que chacun voit ce qui lui parle vraiment et où il en est et à quel point il a la foi ou la crainte de certaines choses qui sont dites ici. Je parle, tu vois, là, je m'amuse toujours à parler de certains concepts qui peuvent déranger. Je remets en question le divin, l'âme. Je vais plus m'amuser, enfin, plus parler de Bouddha que du Christ aussi pour justement ouvrir à ça et faire se questionner les gens sur à la fois les messages qui rejettent aussi des concepts qu'ils ont été habitués à utiliser parce que quand on dit le Christ ou Jésus, souvent, ou le divin, on le voit vraiment comme une chose extérieure. On se dit, ah, mais moi, alors, en fait, je dois découvrir ce que je suis. Non, mais finalement, le message a toujours été là. Tu es cet esprit autoconnaissant, tu es la nature christique, la bouddhéité, tu es ce diamant pur qui connaît le réel. Maintenant, si tu fais une autre supposition, ça te mène à rien. Ça va te mener qu'à des dogmes qui vont être bloqués. Donc, c'est ce que... Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas penser au divin ou se dire, tiens, mais il y a du divin dans l'ensemble d'entre nous, ou l'esprit a la bienveillance, la compassion. Mais ça va il faut que ça serve pas d'hypothèse. Il faut que ce soit une découverte. Tu peux pas partir de l'hypothèse du divin extérieur ou du divin intérieur, puis t'en tenir à ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment de le retrouver pour soi. De redécouvrir notre nature ultime, quoi, en fait. Voilà. De se rappeler, parce que la découvrir, c'est plutôt de se rappeler de sa nature ultime. Ouais, ça on pourrait. Je t'avoue que je saurais même pas dire.
est-ce que, oui, on se l'est rappelé, est-ce qu'on se la rappelle aussi entre chaque moment de conscience et puis on l'a réoublié instantanément, tu vois, on peut le voir C'est comme ça. ça. Est-ce qu'on se l'est rappelé qu'au tout début, avant d'être pris dans les habitudes mentales de ce Mhm. processus? Et est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Tu vois, tu parlais de cycle, mais pour moi, c'est déjà beaucoup trop loin. Si, le seul cycle dont je peux parler, enfin les deux seuls dont je peux parler, c'est ce que je viens de dire, le cycle d'instant de conscience avec, qui est entrecoupé par, on va dire, du non-contenu et qui va être de l'esprit pur, ou alors la transition entre la mort et la renaissance. Oui, mais en fait, bah, tu as le cycle de saison. Moi, je regarde l'infiniment Ah petit, oui, l'infiniment grand, tu vois. Donc, je me dis que quand je regarde l'infiniment petit, ben, j'observe, parce que tout est visible, en fait. Hein, il suffit de regarder autour de nous. Il n'y a rien, comme on dit, il n'y a rien qui a été créé, puisqu'il suffit d'observer la nature. Tout existe dans la nature. Tout, sinon, on ne peut pas. On ne sait pas créer tout seul. On crée souvent, c'est dans la collectivité, puis ça devient, ça s'ancre dans la collectivité, oui, ça s'ancre dans la collectivité quand on observe quelque chose tout seul. Donc il faut qu'il y ait une habitude qui se fasse, il y a une intégration à faire. Donc je vais dire maintenant, quand on a créé un hélicoptère, c'est parce qu'on avait observé effectivement des libellules, qu'il y en a plein qui ont fait des expériences là-dessus, et puis qu'à un moment donné, ben, on a découvert l'hélicoptère. Mais il y a eu tout un travail qui a été fait même avant que le créateur ne naisse. Il y a tout un cheminement qui a été fait. C'est ça on doit se dire qu'on est, et c'est ça qui est pour moi qui est très important, c'est de se dire qu'on fait partie que d'un. Donc c'est important de se dire que c'est pas égoïstement j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, tu nais tout nu, tu repars tout nu. Et je veux dire, tout le reste a été fait de la conscience collective. Et on le fait, on y participe. Mais je veux dire, on n'est pas tout seul dans cette histoire-là. On fait tout ensemble, en fait, au final. Tu fais partie de ma conscience, je fais partie de ta conscience. Les gens que je rencontre font partie de ma conscience. Je la crée, je la partage, ça circule tout le temps. C'est tout le temps en mouvement. ah, puis là, en plus, ben, moi, je conseillerais aussi de nouveau, à chaque fois, peut-être alors je dis, il faut pas y avoir une vision non duelle, mais on va être obligé à chaque fois, justement, d'avoir une vision duelle pour chaque chose et de se dire, je suis dans aucun des deux extrêmes. C'est-à-dire que dans la conscience mentale de ce monde qui est purement conditionnée, donc c'est des objets du mental qui suivent des processus du mental et qui suivent les conditions qui existent pour eux. Et puis Mhm. dans ce processus mental, on est tous reliés. Donc on le Ouais. subit tous. Mais Donc en même temps, l'individualité, en même temps que la collectivité, on est à la voilà. fois tout et rien du tout. Donc nous, on en a une partie, c'est-à-dire qu'on est différents. Chaque individu a son processus mental qui lui est propre, qui est une petite variation du processus mental humain ou terrestre ou de l'univers, suivant l'échelle qu'on va prendre. Et puis d'un autre côté, donc il y a cette relation par rapport à ce qui est l'esprit et qui lui est censé être non soumis aux conditions. Mais il faut voir que même l'esprit lui-même, en tant qu'esprit seul, on va l'appeler la conscience primordiale, mais il y a aussi cette part où bah, tout est interdépendant et tu peux pas dire je ne m'occupe pas de cette partie parce qu'elle est distincte de moi. Donc la conscience primordiale, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment en tant que nature, en tant qu'essence primordiale, c'est individuel, au sens où c'est une partie distincte. Mais c'est collectif dans le sens d'essence partagée et relationnellement. C'est ça. C'est-à-dire que cette individualité, entre guillemets, de cette conscience primordiale, elle est définie elle-même que par rapport à l'unicité du reste. Mhm. Donc la multiplicité et l'unicité qui permettent l'individualité, et puis l'individualité peut pas exister sans le collectif C'est ou ça. l'universalité, et de même l'universalité n'a aucun sens sans l'individualité. Comment Il veux-tu y en a dire que tu es différent si tu es tout seul? Voilà, mais c'est ça. Il y en a Voilà. qui ont l'impression, tiens, le retour à la source, à la fin, bon bah, pof, tout disparaît, puis la conscience, c'est plus qu'une grande lumière indistincte. Mais si elle a plus de distinction entre elles-mêmes, elle est rien, C'est même ça. pour elle-même. Donc, ce serait d'ailleurs, la partie qui disparaît ou finalement disparaîtrait où la partie non individuelle ou la partie individuelle s'évaporerait. Donc voilà, je pense qu'on Moi, parlera c'est peut-être. toujours, tu sais quoi, moi, Evra, moi l'essentiel est dans ce message, c'est que on est, on est tous ensemble dans ce processus d'élévation.
de conscience. Et je vais dire, et c'est plutôt justement un message de paix en se disant que oui, même si on n'est pas d'accord avec, avec ce qu'on voit autour de nous, il y a une nécessité pour l'évolution collective que ça se passe. Parce que en fait, ça nous appartient en même temps. Ça fait partie de nous. Donc je veux dire, s'il y a du lait, c'est parce que ça fait partie aussi de notre construction et ça permet ce mouvement qui amène à cette lumière aussi. Tu vois, donc je veux dire, c'est ça, moi, le message. C'est ça pour ça que j'aime discuter avec toi, c'est qu'on doit comprendre en fait qu'on n'est pas dans la séparation et que pour le moment on est dans des. J'ai eu un souci ici récemment où les gens sont toujours dans la séparation et toi t'es ceci et toi t'es cela et toi. Mais non, c'est une illusion cette séparation. C'est une illusion au final. Donc on est toujours en train de juger, d'être dans un jugement qui n'est que en fait une perception sensorielle de nouveau, mais qui en fait n'est qu'une illusion au final. Ouais, c'est ça, en plus, puis souvent, c'est pas regardé de façon absolue. Alors, à la limite, tu peux te dire, bon, bah, moi, qu'il y ait des choses relatives ou des conflits dans le matériel pour atteindre certains objectifs, ou des objectifs qui soient contradictoires, mais à un moment donné, quand il y a un seul réel, et ce que je suis en train d'exposer, moi, c'est, tu vois, je suis en train d'exposer quelque chose, je parle beaucoup de religion, enfin, de religion. Je fais référence à des religions ou à des concepts de religion, mais c'est pas du tout la façon dont une religion organisée est faite. Non, 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 j'entends bien. Donc il existe une seule, on va dire une seule vérité, une seule sagesse, qui est celle de l'esprit de l'autoconnaissance, et celle-là, elle peut se retrouver que par chacun. Après, si tu regardes c'est dans le bouddhisme qu'il y a le plus de variantes, on va dire, puisque le fondement est unique et commun à tous, qui est que tout est illusoire, et puis justement, ce qui rejoint ce que je dis aujourd'hui, on va dire que je l'ai retrouvé moi par mon chemin, et puis je me rends compte que tout ça avait été réfléchi et pensé beaucoup plus loin que ce que j'avais pensé. Sauf que, bah, comme je le disais avant, moi je devais faire mon parcours de la même façon que n'importe quel être éveillé doit faire le début de sa vie d'une certaine façon, parce que s'il le savait avant, il le ferait pas. Exactement. Et puis qu'en plus, ce serait pas réalisé en tant qu'événement. Oui, 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 oui. Voilà, il y a cette matérialisation qui doit être faite. Mais à un moment donné, on Bien, parlera, je je suis pense, tout à de fait OK. religion et de vers quoi il faut aller. À un moment, par Mais exemple, chez les bouddhistes, ils parlent de différentes sectes, mais ils étaient capables, ils débattaient entre eux, mais sans se battre. c'est ça. C'est-à-dire que si on doit débattre du soi ou de l'âme ou d'une chose comme ça, on va pas se battre en disant, mais non, mais toi, t'y crois pas, donc moi, c'est pas bon. Voilà. Si C'est on veut créer le chacun. monde de demain, c'est en acceptant la différence de chacun, Et puisque c'est ce qui surtout nous que enrichit. bah, celui qui commence par comprendre finalement les processus mentaux et observer ça de façon transcendante et réaliser que mais en fait ça m'avance à rien de me dire que toute cette illusion est vraie, puis de me dire bon bah c'est beau le concept d'âme mais c'est limitant, puisque ça veut dire Et, je suis quelque chose et puis à un moment donné je m'attribue quelque chose, des caractéristiques ou des qualités ou une histoire ou une séparation par rapport au reste. Mais le fait de dire que tu n'as pas d'âme ou qu'on remplace ça par un corps spirituel ou par un corps mental ou par une histoire, ça fait que plutôt c'est intégrer toutes ces choses-là. C'est les ajouter et se dire bah, je peux, j'ai effectivement de la même façon que tu n'as pas envie d'être un cerveau. Je suis désolé, donc tu n'as pas en plus envie d'être une âme qu'un cerveau, à mon avis. Si, c'est mieux parce que c'est un pas vers quelque chose qui est moins limité dans le temps, mais qui est aussi illusoire. Et au fond de nous, on a toute cette sagesse donc elle on est devrait être, inscrite en nous. voilà. Elle est inscrite en nous. Il faut juste aller gratouiller pour aller la découvrir avec beaucoup de bonheur. Et voilà, c'est tout. Puis maintenant, de toute façon, ils se battent dans chaque domaine, hein, même en sciences, ça va dire c'est même pas compatible entre l'un et l'autre. Oui, c'est ça. Le problème aussi, c'est ça, hein, c'est que C'est pareil. tu prends un biologiste ou un neurobiologiste, il connaît rien à la physique quantique. Non. Donc, moi qui étais physicien, je suis outré quand je vois qui font comme si la chose existe en soi. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'observation, le neurone a un état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observateur de la conscience, il y aurait tous ces objets. Les physiciens ont montré que c'était faux, et en plus, moi, je ne me suis pas limité à la science, puisque la science est illusoire, elle peut faire que réfuter ou valider une certaine conception à partir de modèles. Elle ne peut pas réfuter ou valider la nature, l'essence du réel.
comme je disais, ça se démontre pas, ne peut être que connu par l'esprit lui-même. Donc Eh il y ben, a plein de choses. oui, mais on va continuer les émissions. Je crois qu'il y a tellement de choses à raconter et je pense que ça ouvre vraiment la conscience. Notre D'ailleurs, conscience à titre individuel, ça nous ouvre. D'ailleurs, l'émission que je veux faire sur la partie et le tout qui sont imbriqués l'une dans l'autre, ça vient d'une réflexion en voyant une publication de Mark Torfin sur la conscience collective ou individuelle. Puis je me suis dit, au début, je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses à réfuter, mais réfuter, ça apporte rien. En fait, au final, ces visions, il faut voir qu'elles sont toujours, c'est la vision des phénomènes, c'est partiel, mais qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire? Et rien que déjà, après, on va se rendre compte, mais oui, mais séparer le individuel du collectif, et comme on le disait tout à l'heure, si l'un est défini par rapport à l'autre, est-ce que ça veut dire que la conscience primordiale, elle va devoir non connaître ou perdre la connaissance d'un des deux points de vue? Tu vois, il va falloir se poser les questions jusqu'au bout pour réaliser que non, il faut que l'esprit intègre tout ça, qui ne doit pas se considérer comme individuel ou collectif, et il doit comprendre que les deux, c'est pareil, d'où l'éveil de tout le monde, et que c'est de la sagesse qui permet de faire naître la vraie compassion, la compassion absolue, qui n'est pas une sorte d'empathie ou d'émotion ou de réaction physique. Oui, oui, c'est ça, faire la différence entre, oui, comme tu dis, le détachement de l'émotion et puis réellement d'être la conscience. Détaché, ça veut dire ne pas y être soumis aux conditions, tout ça. Il faut en être un juge, mais un juge impartial, qui se dit pas. Être observateur et pas être dans l'émotion en tant que telle, oui. Ouais, maintenant, voilà. C'est pas facile parce qu'on a nos égos ici dans la matérialité, on a notre ego qui nous protège et qu'on doit essayer de négocier. On apprend à négocier pour mettre cet ego en repos parce qu'on doit se faire confiance. Et l'ego, il est là, c'est juste il nous alarme sur des conditions qui sont extérieures, qui peuvent nous mettre à mal. Mais je veux dire, à partir du moment où tu arrives à faire connaissance avec toi-même, cet ego va se calmer tout doucement. Donc ça va être un peu une balance. Plus tu t'éveilles en conscience, plus l'ego va descendre, puisque tu sais qu'en fait, tu fais partie d'un grand tout et que, je veux dire, tu n'as pas de raison d'être mieux que quelqu'un d'autre, en fait, au final. Ouais, puis voilà, on va relativiser, on apprendra, on découvrira qu'il y a de grandes chances, qu'on peut régresser, mais normalement pas quand tu atteins le chemin de l'éveil à un niveau assez avancé, mais il y a des paliers où tu peux redescendre un petit peu, mais tu ne redescends quand même pas jusqu'au bout. Enfin, sauf si tu as la nuit noire de l'âme, comme ils appellent ça, et que là, tu te retrouves dans un trou noir où tu as peut-être été trop loin, où tu cherches beaucoup trop, et qu'en finalité, tu es tellement dans le mental que tu n'es plus dans la perception, donc tu es dans un déséquilibre. En fait, là, ça va être un peu le défaut aussi de ce que j'appelais au début les éveillés pour soi, et puis les auditeurs, c'est-à-dire ceux qui ont cherché un peu l'éveil en fuyant la douleur et en fuyant le réel. Et eux, le problème, c'est que finalement, ils atteignent effectivement l'état d'extase, donc qu'on appelle le nirvana ou nibbana, mais eux, ça les a menés dans des existences, on va dire, confortables, mais qui sont mauvaises pour l'éveil. C'est ça, qui ne confrontent plus. Hein. Il n'y a plus de confrontation qui permettent de grandir. Les confrontations, c'est pas pour détruire, c'est normalement une vraie confrontation permet de grandir. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois que l'éveil dans les propos de Bouddha se fait plus chez les humains que chez les niveaux au-dessus. On va dire il y a 6 mondes, celui juste en dessous des humains c'est les animaux, et il y a 2 niveaux au-dessus, donc il y a les dieux de la forme et les dieux informes. Les dieux de la forme et informe, c'est quand même justement les gens qui sont retrouvés comme ça en extase et à dire finalement le réel et l'action matérielle, c'est inutile, restons en extase tout le temps dans notre existence. Et ils se sont retrouvés un petit peu bloqués dans un soi, dans leur petit univers. Et ça peut être très long et très dur après de revenir à... C'est ça. On en faisait... Tu sais, on en faisait peut-être partie. Hein. Moi, j'ai pas de connaissance de mes vies antérieures. Je peux que déduire des possibilités par rapport aux causes et conditions. Mais je pense qu'effectivement, on a vécu des choses comme ça, il y a de grandes chances. Et il y en a certains qui viennent peut-être passer un sacré nombre d'existences. Et il faut pas non plus voir les existences par rapport à la durée de l'histoire humaine. Hein. On n'est pas en train de parler de 2500 ans ou de quelques milliards d'années. On est en train de parler d'un début, d'un processus sans début. C'est ça, oui. Qui est extrêmement, on va dire,
long au sens où il emmagasine de grands nombres de manifestations de conscience dans des états différents. Donc on a été des choses comme des vers de terre, comme des choses comme ça, et même des êtres qui n'ont pas de forme qu'on peut imaginer actuellement en tant qu'humain, on en a été. Oui. Donc ça, je dis pas non plus de me croire, déjà de l'envisager et puis de comprendre que c'est logique par rapport à tout ce que je vais dire. Ouais, mais non, mais c'est bien. Ça ouvre d'autres perceptions. Je trouve que c'est bien. Ça laisse le champ des possibles. Il faut arrêter de se cloisonner sur des idées tout le temps les mêmes. Il faut un petit peu élargir son champ. Et puis surtout que c'est vraiment le fonctionnement de la science réaliste, matérialiste actuelle, c'est-à-dire on a décrété de tout ce qui existait, de tout ce qui n'existait pas, puis on s'en tient à ça, puis on regarde cette petite chose, et puis on étudie un univers dans lequel on rajoute des rustines pour essayer de le faire exister, mal, oui. qu'il soit auto-existant après. Oui, alors qu'il n'ait pas d'interaction avec les autres, qu'il soit existant que par lui. Donc oui, en séparant bien, en cloisonnant, comme on fait d'habitude. Voilà, il faut vraiment s'ouvrir à l'illimité, à la grandeur même de l'être. Hein. Il ne faut pas croire qu'une petite existence humaine, c'est le tout. Voilà. Merci. Donc, je te laisse préparer la suite. Je te remercie en tout cas pour ce moment où on a bien réfléchi, on s'est remis en question, on a ouvert un petit peu nos écoutilles. Et merci pour toutes les recherches que tu fais et que tu nous partages. J'aimerais rappeler à nos auditeurs que vous pouvez nous soutenir. Donc, n'hésitez pas. Voici les coordonnées. Et surtout, si vous pouvez, c'est de partager l'information pour que, puisque la connaissance libère, bien évidemment. Donc, c'est un peu votre travail de petit colibri, c'est de pouvoir partager l'information et par vous-même réfléchir et envisager d'autres perceptions et perspectives. Oui, et puis il faut pas préjuger aussi peut-être des réactions des autres. Il y en a qui vont se dire je partage plus rien parce que finalement j'ai partagé des choses et puis plus personne ne m'aime. Ou alors on va me prendre pour un fou. Je me suis un peu posé la question si je devais continuer, tu vois. Donc, mais non, je m'en fous au final. Je le fais pour moi parce que j'en ai envie. Parce que en fait, je me suis toujours dit, il y a une différence à faire par besoin ou par envie. Et on devrait toujours réfléchir. Est-ce qu'on le fait par besoin ou par envie? Moi, j'aimerais pouvoir vraiment avancer par envie, toujours. Voilà, c'est tout. C'est la petite réponse pour clôturer, pour être dans une belle énergie. Avançons dans l'envie et pas dans le besoin. Voilà, à la prochaine émission sur le tout alors. Ok, bisous. Bisous. Ciao. Il est temps d'être au monde, que de sombres pensées hantent comme une ronde et qu'ils envoient rouler, qui se gonflent en tempête en se nourrissant de fiel. C'est pour eux une fête, ce temple de Babel. L'ombre cherche souvent à détruire la lumière. S'attaquant sciemment à celui qui la sert. Il faut force et courage pour pouvoir résister. Que se lève le flambeau de notre liberté. Comme des gouttes d'eau sur la vitre du temps, formant de gris ruisseaux qui rongent lentement. Les amours rêvent clairs, englués dans leur toile, vivant comme un mystère.
comprendre jamais qu'on puisse sciemment être si plein de haine, de pouvoir ténébrant.